Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Alors avant de commencer mon intro, je voulais tous vous remercier pour votre fidélité, les nombreux messages d'encouragement que je reçois fréquemment. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, ça nous aide grandement. Et maintenant, retour pour cette 12e édition. Comme à notre habitude, on va aborder l'univers Sorare avec un invité de marque qui viendra nous partager son parcours, ses passions, raconter ses temps forts et moins forts. Il répondra également avec moi aux questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare et on abordera ensemble un sujet d'actualité en vogue pour le moment. Alors lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Clément alias Vitali, analyste, spécialiste de l'achat-revente et créateur de contenu de grande qualité sur l'écosystème Sorare. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis alias The Noob, ambassadeur du jeu et figure probablement la plus connue dans la communauté francophone de Sorare. Salut Alexis. Et salut Mehdi. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois que j'ai un ambassadeur Sorare qui participe à l'émission. Et hasard du calendrier, ça tombe juste à point nommé après la dernière annonce du nouveau gameplay de Sorare. On aura l'occasion d'aborder ce sujet tout à l'heure. Bon, c'est un peu difficile là, parce que je pense que toute la communauté francophone Sorare te connaît. Mais est-ce qu'ils savaient tous que tu t'appelais Alexis ? Je n'en sais rien, mais bon, pour ceux qui viennent de Mars, pourrais-tu te présenter rapidement ? Alors, donc je m'appelle Alexis, en effet. Je suis The Noob sur Sorare, donc Clermontois d'origine. Et je commence à me faire vieux sur Sorare parce que je suis là depuis maintenant bientôt 3 ans sur le jeu. Donc je fais partie des 150 premiers joueurs environ. Donc très heureux de ça. Je suis développeur informatique de formation en fait. Et tout simplement, il y a un an environ, c'était en avril dernier, il me semble, j'ai quitté mon poste de développeur informatique en CDI pour tenter l'expérience Sorare à 100% tout simplement. Et en profiter pas uniquement pour jouer, mais pour développer de la création de contenu derrière, donc principalement sur Twitch. Et voilà, on commence à se mettre peu à peu à YouTube, etc. quoi, histoire d'aider la communauté un maximum. Ouais, donc t'étais déjà dans le monde informatique, donc t'avais déjà un peu de, je veux dire, tu connaissais un peu le monde des cryptos. Ouais, totalement. Alors, j'ai clairement ma formation de développeur informatique m'a grandement aidé à découvrir cet univers. D'ailleurs c'est le gros point positif de ma formation et c'est vrai que cet univers des cryptos me passionne totalement. J'y suis rentré juste avant fin 2017 il me semble, donc juste avant le fameux crash que les passionnés de crypto connaissent. Et depuis ce jour-là, ma vie a un peu changé parce que c'est devenu une réelle passion tout simplement. Et donc voilà, le monde des cryptos, depuis 2017, j'essaie de m'y tenir informé le plus possible, autant sur le plan technique, parce que étant donné que je suis développeur informatique et fan de nouvelles technologies, j'y accorde pas mal de temps pour me renseigner de comment fonctionne tout ce système, mais aussi au niveau bien sûr de la spéculation, des crypto-monnaies, des nouvelles technologies à l'intérieur de ce système comme les NFT. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à apprendre et c'est juste passionnant quoi. Ah, je te rejoins parfaitement. Et donc t'as quitté déjà il y a un an, j'ai eu il y a pas longtemps Jordan, Jobs NT23 qui oui. a quitté je pense au mois de janvier si j'ai bonne mémoire pour se lancer aussi à 100% dans l'aventure Sorare avec sa chaîne Twitch. Donc toi ça fait un an que t'as lancé ton stream sur Twitch ? Ouais, un peu plus d'un an, ça doit faire un an et un mois environ. Et on va fêter là justement les 12 mois d'affiliation. Donc on va le fêter mi-avril environ, donc c'est juste énorme, c'est un vrai accomplissement pour moi, déjà de voir que j'ai tenu dans la durée donc ça c'est très cool, et ensuite parce que des gens qui se sont abonnés à ma chaîne depuis maintenant un an, c'est juste énorme du soutien quoi de la part de la communauté, donc ouais pour l'instant c'est un vrai bonheur au quotidien quoi. Ouais, tu le mérites, et d'ailleurs j'ai pas eu le temps de le suivre, mais le stream live que tu avais fait lors de l'annonce du nouveau gameplay de Sorare, je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes qui étaient connectées en même temps sur ton stream. Je t'avoue que c'était je l'avais pas trop anticipé. Je savais il y avait de fortes chances qu'on soit nombreux parce que forcément vu l'annonce que c'était et vu l'attente autour de cette annonce, je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais qu'on dépasse les 1000 viewers, c'est
c'est juste incroyable. C'est juste fou. Un ami m'a dit que j'étais top 61 en France au moment où on était plus de 1000 viewers, ce qui est juste dingue sur Twitch. Et surtout, ce qui est fou, c'est que dans la catégorie SoRare sur Twitch, on était quasiment 3000 viewers, ce qui est un vrai record aussi pour le SoRare Twitch game en général, quoi. Donc ça montre toute l'implication de la communauté et surtout à quel point la création de contenu peut être intéressante sur SoRare, quoi. Ouais. Et donc pour terminer ta présentation, donc tu as quitté il y a un an et tu vis donc principalement des revenus de Twitch. Moi je t'avoue que je connais pas du tout le fonctionnement, mais déjà vous en avez dit c'est avec les abonnements, les petites donations des auditeurs, enfin c'est pas comme ça qu'ils appellent, des viewers plutôt, que tu reçois un chèque en fait mensuel, et puis tu gagnes aussi via ta galerie, les rewards, de l'achat-revente, des choses comme ça. Alors totalement pour Twitch, c'est donc les abonnements et les dons, principalement pour me soutenir dans ma création de contenu. Donc encore une fois, c'est vraiment rien n'est forcé, on va dire entre guillemets, à part la pub, et encore j'en mets très 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 peu, justement pour pas faire peur à l'audience et pour la fidéliser. Et en tout cas, en plus, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même super généreuse et qui cherche à me soutenir au maximum. Donc voilà, je reçois un virement chaque mois de Twitch. Et sinon, pour ce qui est ma galerie SoRare, pour l'instant, ça reste un crypto-monnaie, tout simplement parce que quand j'ai vu que Jobs en avait parlé d'ailleurs dans l'émission, l'imposition en France, ça reste compliqué pour le moment. On est à 30% pour les particuliers, mais surtout on est à 70% pour les professionnels. Et étant donné que la frontière entre les deux est assez floue, je préfère attendre, parce qu'a priori il y aurait des mesures début 2023 qui vont sortir concernant justement toute cette réglementation. Donc j'attends patiemment. Pour l'instant, j'arrive à vivre grâce aux revenus Twitch et avec ce que j'avais mis de côté. Et puis on avisera en 2023 selon ce qui se passe, quoi. Et tu as de l'affiliation aussi? Alors j'ai de l'affiliation, mais très très peu. Je suis pas un profil ayant beaucoup d'affiliation, tout simplement parce que je suis là pour la création de contenu pour les utilisateurs qui sont déjà sur SoRare. Donc forcément ça limite pas mal. Et disons que le parcours d'un nouvel utilisateur qui arrive sur Twitch et qui découvre SoRare, c'est très très rare. Généralement ça se fait plus par des articles, etc. Donc soit les gens ont déjà créé un compte, soit ils ont déjà trouvé un lien d'affiliation ailleurs. Je suis pas au début de la chaîne en fait, donc ce qui fait que l'affiliation je touche très peu. Bon, comment t'as connu SoRare? Parce que c'est vrai que ton anniversaire, 3 ans, c'est incroyable. Le 15 mai, donc on y est bientôt. Alors comment est-ce que tu as connu SoRare si tôt? Alors comment j'ai connu SoRare, c'est vraiment, c'est un peu un concours de circonstances, oui et non. C'est un peu les trucs de la vie qui arrivent, tu ne sais pas trop comment en fait. J'ai déménagé de Clermont pour aller sur Lyon en fait, tout simplement, pour me lancer dans une nouvelle vie. Justement, c'est là où j'ai décroché mon premier CDI développeur informatique, etc. Et le hasard a fait que j'ai trouvé une colocation de Clermontois justement sur Lyon, donc qui descendaient tous les week-ends parce que c'était des grands fans de foot et qu'ils évoluaient dans un club clermontois justement. Et donc j'ai rencontré ces personnes-là, dont un était en reconversion de développeur informatique. Et un soir, tout simplement, en rentrant du travail, je le vois dans le salon, dans le canapé comme d'hab, et il me dit ouah gars, j'ai découvert, j'ai vu un article, parce que je lui avais parlé des cryptos bien évidemment, vu qu'il se reconvertissait en développeur informatique. J'ai vu un article disant que Xavier Niel était en train d'investir dans une société qui mêle crypto-monnaie et football. Alors j'ai pas encore regardé ce que c'est et tout. Alors moi, étant donné que ça faisait depuis 2017, les deux mots magiques, clairement, les deux passions. Étant donné que j'étais dans le crypto game depuis 2017, j'ai pas réfléchi, j'ai tout de suite tapé le site SoRare et j'ai trouvé ce site où il y avait des cartes de Jupiler League, quoi. Donc c'était assez étonnant, des cartes à 3€, des panini virtuels comme on dit. Et c'est vrai que rapidement je me suis dit, mais ça, si c'est bien développé, ça ne peut qu'être qu'une dinguerie en fait, ça ne peut que marcher. Donc voilà, j'ai lâché un peu la CB, enfin j'ai pris la CB, j'ai lâché un peu d'argent dedans, et puis l'aventure s'est lancée, quoi, tout simplement. Ouais, en plus Xavier Niel, s'il investit dedans, en général c'est un visionnaire. Ouais, c'est clair. Très connu
donc c'est vrai que ça rassure, du bon, bah, je vais peut-être suivre, ça peut ça. mal. Avant de commencer vraiment de parler ton parcours dans le jeu, est-ce que tu as investi au début un certain montant, tu t'es dit, bah voilà, j'investis ça, et puis après on voit ce que ça donne, ou bien t'as investi d'abord un tout petit peu, puis au fur et à mesure que le jeu grandissait, que tu disais, bah bon, maintenant j'ai un peu plus confiance, j'ai investi un peu plus. Quelle était ta stratégie justement par rapport à ça? Alors, j'ai commencé. Je suis quelqu'un qui se lance dans les choses assez facilement et de façon assez violente, on va dire. Avec l'expérience que j'avais des cryptos, je sais qu'il faut pas s'enflammer, mais j'avais tellement l'impression d'avoir découvert la pépite que j'attendais tant, justement. Bah, je me suis dit, ouais, on va lâcher quand même un petit billet. En plus, j'étais dans une situation où j'avais mon premier CDI, j'avais pas forcément de contraintes financières, donc voilà, c'est tombé au bon moment, on va dire. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la galerie que j'ai actuellement, je me dis qu'en fait j'ai seulement investi 4500 € environ. Alors je dis seulement parce que pour certains ça peut paraître être une somme énorme, mais c'est vrai que ma galerie s'est bien développée depuis. Et c'était lors de la première année et demie, on va dire, de mon aventure Sorare. Depuis, je n'ai pas remis dans le jeu de par le compte bancaire. Ouais, c'est incroyable. Quand tu vois 4500 aujourd'hui, bon, on en viendra peut-être plus tard. Limited, rare. Pas de très belles limited avec ce montant-là, mais voilà, ça c'est l'avantage d'avoir été early et d'avoir cru au projet assez vite. Il y a pas mal de managers qui sont venus sur le podcast, et puis je peux parler de moi-même aussi. Je suis aussi un fonceur, et c'est vrai que quand on voit le potentiel que le jeu a, et puis qu'on voit aussi que derrière c'est géré d'une manière saine, bon, c'était plus facile évidemment de le voir début le 21 ou 22 que au tout début en 2019, parce que j'avais les trucs Banzai qui expliquaient comment ça... Banzai était déjà dessus en fait, ou bien t'étais encore avant lui? Et non, je suis arrivé avant Banzai. Ok, donc toi t'es vraiment le précurseur de tous les invités que j'ai pu avoir. Ouais, après il est pas arrivé bien après non plus, hein, mais peu de temps après il est arrivé, mais ouais, je suis plus, alors des joueurs qui étaient là avant moi, il y en a pas mal qui sont plus sur le jeu d'ailleurs depuis. Il y a aussi YNWA qui était avant moi, je suis arrivé en même temps que Zuro par exemple, Surface Air Missile qui est un américain. Voilà, c'est ça, un américain qui était là juste avant moi, Ricochet aussi qui était là avant moi, voilà. Mais on n'était pas nombreux, on était 150 quoi, dont 30 membres actifs on va dire sur le Discord. Ça faisait assez bizarre. Et c'est de cette manière-là, si je me rappelle bien ce que Banzai m'avait dit, vous soumettiez les équipes sur le Discord. T'as connu cette période-là évidemment. Ouais, alors la soumission d'équipes sur Discord, c'était justement quand il n'y avait pas de match pendant l'été là, quand ils avaient que le Covid. Voilà. Ouais, non, même pas pendant le Covid, ça c'était les replays. Non, c'était même bien avant. C'était carrément quand on avait que la Belgique, en fait, que la Jupiler Pro League. Et donc, forcément, pendant l'été, il n'y avait pas la MLS ou le Brésil ou l'Asie. Donc, résultat, on n'avait rien à faire. Donc, il y a eu, en fait, un concours de médiatisation. Tu alignais une équipe sur le Discord. Donc, il fallait que tu possèdes la carte, bien évidemment. C'était checké par un membre de la communauté. Et derrière, ton joueur gagnait 1 point à chaque fois qu'il était mentionné dans les médias, tout simplement. Et durant cet événement, j'ai un peu mis le jeu en pause personnellement, je m'y suis pas trop attardé, donc j'ai fait une petite pause d'1 mois et demi, 2 mois, et après je suis revenu pour la nouvelle saison et c'était reparti quoi. Et donc tes débuts, tu découvres ce jeu-là, il y a la Jupiler League que tu connaissais pas très bien. Quelle est ta stratégie au tout début? Tu te dis bon, c'est chouette, j'aime bien le concept. Après je devrais me renseigner par rapport à la Jupiler League. Comment s'est passé vraiment tes tout débuts en tant que manager sur le jeu? Alors c'était marrant parce qu'en effet je connaissais pas beaucoup de joueurs, mais voire quasiment aucun de Jupiler Pro League, et j'avais mon colocataire qui aimait bien scouter sans même jouer, tu vois, à un jeu juste pour le plaisir du football. Et par exemple il y avait Osimhen, que moi j'avais jamais entendu parler d'Osimhen quand il était à Charleroi. Il me dit alors lui c'est une pépite, lui c'est un crack, il faut absolument l'acheter. Donc j'ai acheté plein d'Osimhen que j'ai revendu le lendemain avec 3 € de bénéfice, j'étais comme un fou. mais vraiment, ouais, en effet, quand on est arrivé et que tu connais pas la Jupiler Pro League, tu te dis mais où est-ce que je suis tombé, qu'est-ce que je vais faire en fait, qui est-ce que je vais acheter? Mais quand tu vois le concept, tu te dis forcément s'ils arrivent à avoir des licences de Ligue 1, de Serie A, de Bundes, mais ça va être la folie quoi, je vais trop me faire plaisir. Donc c'était un risque à prendre, il a été pris et ça
à payer, c'est cool quoi, tout simplement. Et l'arrivée donc des nouveaux utilisateurs, ta stratégie, donc il y a une arrivée c'était quoi plus ou moins le process, la croissance du jeu au tout début au niveau des utilisateurs? Ouais, alors déjà c'était super drôle parce que il y avait peut-être 5 utilisateurs nouveaux par jour. Et le pire, c'est que ça se remarquait en fait sur le marché parce que, étant donné que on était très peu nombreux, tu voyais quasiment toujours les mêmes pseudos en enchère. Donc je me rappelle de mon coloc qui insultait Ricochet parce qu'il se faisait surenchérir à chaque fois par Ricochet. Et mais étant donné que tu vois toujours les mêmes pseudos, dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, tu dis ah bah tiens, il y en a un nouveau qui s'est laissé séduire par Sorare, tu vois. Donc ça c'était beaucoup trop drôle. Et non, la croissance était vraiment ouais, je te dis, on avait peut-être 5 utilisateurs par jour au tout départ, ça allait tranquillement, voilà, c'était vraiment le projet crypto qui faisait pas de bruit, qui était en train de poser les bases. En fait, c'était très différent de tous les autres projets crypto que je pouvais voir dans l'univers, parce que justement, ils cherchaient pas à hyper un token ou à ramener le maximum d'utilisateurs d'un coup direct. Non, tu sentais qu'ils étaient là pour être patients et créer vraiment un projet d'avenir quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a donné vraiment confiance pour investir quoi. Et je présume qu'à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le Discord, t'échangeais assez régulièrement ou assez facilement, on va dire ça comme ça, avec Nicolas Julia. Ouais, totalement, ouais. Bah ils avaient la possibilité de discuter avec tous les joueurs qui étaient sur le Discord. Déjà parce qu'il n'y avait pas énormément d'activité et puis en plus, vu qu'on était peu nombreux, c'était facile. Surtout qu'il n'y avait pas l'équipe qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, ils étaient peut-être 4 ou 5 quoi au tout début. Donc forcément, il fallait bien que quelqu'un gère et c'est vrai que Nicolas a géré pendant un bon moment la communication sur le Discord. Et c'est vrai qu'on avait une certaine proximité quoi. Sans même se rencontrer, on avait la possibilité d'échanger assez facilement et de donner notre point de vue très rapidement. Et comment est-ce que tu es devenu ambassadeur? C'est comme ça, via l'entremise? Raconte-nous vraiment les tout débuts. Alors, le statut d'ambassadeur, celui qui fait tant parler. Le statut d'ambassadeur, c'est tout simplement... alors, c'était vraiment pas dans les débuts. Vraiment pas. Il y avait quand même déjà pas mal de personnes qui étaient arrivées sur le jeu. Et c'est juste un jour où ils ont décidé de créer ce statut et ils ont fait passer un formulaire sur le Discord que tout le monde était libre de remplir et pouvait soumettre sa candidature pour devenir ambassadeur. La chose qui était demandée, c'était notre ambition par rapport à Sorare, si on comptait créer quelque chose autour de Sorare, donc dans l'écosystème, etc. Donc voilà, moi j'ai rempli ma petite fiche disant que j'aimerais bien faire du contenu par rapport à Sorare, en tant que streamer ou plein d'autres trucs. Et voilà, ma candidature a été acceptée et j'ai fait partie des 8 premiers ambassadeurs, je crois. Je crois qu'on était 8 au tout début, il me semble. Et c'est arrivé plus ou moins quand? Ouais, ça c'est une bonne question. C'était il y a 1 an et demi peut-être maintenant, non? Je crois, 1 an et demi, 2 ans environ, je dirais. Mais il y avait déjà pas mal de... mi-2020, un truc comme ça, quoi. Ouais, il me semble. J'ai peur de te dire une bêtise, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, ouais. Donc là, il commençait déjà à avoir un peu plus d'utilisateurs. Ouais, là, ça commence à monter. On avait déjà d'autres clubs, d'autres ligues. Il y avait pas que la Belgique à ce moment-là. Justement, j'avais une question par rapport à la Jupiler League. Donc, c'était la seule ligue au début. L'investissement que tu as mis, donc le montant que tu as donné tout à l'heure, est-ce que tu l'as investi d'un coup, donc les 3, 4 ou les 6 premiers mois à l'époque où il y avait uniquement la Jupiler League, et c'est à partir de là, avec les rewards que tu as eu, que tu as commencé à vendre et que tu as pu ensuite investir au fur et à mesure des arrivées des nouveaux championnats, des nouvelles ligues? En fait, c'est assez spécial parce que au tout départ, t'avais l'impression de mettre beaucoup, mais en fait, quand tu compares aux sommes de maintenant, c'est rien, tu vois. Donc, je dirais qu'au début, peut-être que j'ai mis... je saurais même pas te dire, je me rappelle pas, mais peut-être 1500 €, et qu'après, alors pas au tout début, hein, je te parle des 6 premiers mois, on va dire, parce qu'au tout début, j'ai peut-être lâché 50-100 € les premiers jours, et vu que les joueurs coûtaient 3 € et que je les revendais 5 € ou 8 € dans la nuit, c'était plutôt facile de faire des bénéfices et d'avancer tranquillement. C'est après, quand ils ont signé pas mal d'autres clubs, comme la Roma, par exemple, j'ai le souvenir d'avoir acheté un Zaniolo, pour quelques centaines d'euros, aussi au Black pour 176 €, un SR bien sûr, je parle, pardon. J'ai pas précisé. Il faut préciser, ouais. Ouais, oui. un super rare. C'est vrai que là,
quand tu fais ça, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'acheter des cartes virtuelles, plusieurs centaines d'euros. Et au final, quand tu vois les prix maintenant, tu te dis j'ai bien fait quand même d'être fou. Ouais, j'aurais dû investir beaucoup plus dans les uniques encore. Ouais. Mais c'est clair. Si on regarde en arrière, on se dit toujours j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est clair. Après combien de temps sont arrivés justement le prochain nouveau club, justement après la Belgique? Donc la Jupiler League est arrivée 2000, les cartes, les plus anciennes cartes, je crois que c'est 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite de nouveau après la Jupiler League? Et ouais, alors comme je t'ai dit, on a eu cet événement pendant l'été où il y avait pas de football. Après la saison a recommencé et là tu sentais qu'ils allaient commencer à mettre la machine en route tout doucement. Et donc ils ont licencié des nouveaux clubs, dont l'un des premiers, je crois que ça a été West Ham, ce qui est étonnant d'ailleurs étant donné qu'on a pour l'instant pas la première ligue. Mais ouais, un des tout premiers c'était West Ham. Donc voilà, ça s'est fait surtout par l'ajout de clubs après les clubs de Serie A aussi, Lazio, Naples, Roma, etc. Et c'est surtout comme ça que ça s'est développé. Et puis après il y a eu des événements majeurs bien sûr, mais ça c'était un peu plus tard, comme le changement de scoring, etc. Il y avait déjà du monde là. Mais ouais, ça s'est surtout fait par le licensing. Et après l'augmentation de la communauté, ça a pas bien changé depuis. C'est principalement du bouche à oreille, comme le disait Nicolas dans la vidéo de présentation du nouveau gameplay. Principalement du bouche à oreille, et parce que très peu de marketing, et même avant pas du tout quoi. Ouais, tout à fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont dû aussi avoir besoin d'ambassadeurs, parce que la création de contenu évidemment participe à l'adoption, à l'adhésion au jeu sur les différentes plateformes. Donc c'était une très très bonne stratégie de Sora. Ta stratégie aujourd'hui, donc on a parlé un peu au début, comment est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Parce que tu parlais de pas mal d'achats-reventes avec des petits bénéfices en un jour de quelques euros. Tu l'as gardé combien de temps en fait, cette stratégie d'achat-revente? Je dirais que cette stratégie, je l'ai eue pendant un an, et encore quand je parle d'achat-revente, je sais même pas si on peut qualifier ça d'achat-revente en vrai, parce que c'était trop facile quoi. Tu profitais juste de l'augmentation des utilisateurs qui était significative à l'époque parce qu'on était très peu. Donc t'en profitais et tu revendais ta carte juste parce qu'il y avait un nouveau bonhomme qui arrivait et qui se disait 8 euros pour un NFT c'est pas cher. Mais après quand j'ai vu que ça me prenait de plus en plus de temps, etc. Au bout d'un an, je dirais, j'ai commencé à me dire l'achat-revente c'est bien, mais ce qui m'intéresse moi c'est le gameplay, c'est la jouabilité, le SO5. Et donc on va sécuriser les meilleures cartes pour être le meilleur quoi. Tenter de gagner le plus de récompenses possible. Je voulais vraiment m'axer sur du long terme gaming arena. Donc voilà. J'ai une petite anecdote si tu veux qui est marrante aussi par rapport au Discord. Je t'en prie, vas-y. Ils avaient organisé une petite loterie sur le Discord. Je me rappelle même plus pourquoi c'était fait. Bref, c'était un petit jeu comme ça. Et voilà, on était tiré au sort pour gagner un gain si on y participait. Et à gagner, il y avait un Lafond super rare. Ce qui est énorme actuellement. Et donc s'il y avait un Lafond super rare, c'était la seule carte super rare du pool, et tout le reste c'était des cartes rares. Et j'ai été tiré parmi peut-être 200 participants, je sais plus combien, pour gagner ce Lafond super rare. Et je me rappelle avoir vendu ce Lafond quasiment directement à Surface de Air Missile pour 80 euros, ce qui était énorme à l'époque. 3 semaines après, je suis retourné voir la carte, il l'avait vendu pour 300 euros. J'étais fou. Donc c'est pour te dire à quel point c'était facile l'achat-revente en fait à l'époque quoi. Ouais, quand tu regardes aujourd'hui les prix, déjà les prix des uniques, quand je regarde il y a un an, dernièrement, j'ai pas regardé le prix auquel était parti l'unique de Lucas Hernandez qui avait gagné Jobs NNT23 il y a quelques temps, justement avant, quand on pouvait encore gagner des uniques en D2 je pense. En D2 ouais. Et mais il y a souvent ça sur les fils Twitter, on voit ça régulièrement, les prix des uniques ou des super rares il y a un an ou il y a 2 ans, et puis les prix auxquels ça part aujourd'hui, c'est juste démentiel. Le gars qui a acheté au début et qui a tout gardé, là c'est bingo quoi. C'est plus que bingo. C'est clair, c'est de la folie. Je vais quand même présenter un tout petit peu ta galerie pour les auditeurs, pour ceux qui la connaissent pas, mais à mon avis il y en a pas grand monde. Donc ta galerie vaut aujourd'hui quasiment 140 Ethers, aux environs de 400 000 $, mais c'est surtout tes joueurs. Donc t'as gagné 421 rewards en quasiment 3 ans, 15 premières places, et t'as des cartes juste
à tomber par terre. Donc t'as Kimmich super rare, Militao super rare, Müller super rare. Je pense que ces deux-là, tu les as eus il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Memphis, on en reviendra après par rapport justement à ces stratégies-là. T'as Memphis SR, Kimmich rare, Paulo Dybala super rare, Tadic super rare, Oblak super rare, Morioka. Mon goth à moi, super rare aussi, Carles Gil, alors tu vois un amour certain apparemment à Kikuchi, on en reviendra aussi plus tard. Mais donc, explique-moi un peu tes objectifs actuels et futurs sur le jeu en tant que manager. Donc comme je l'ai dit, t'as échangé il y a pas si longtemps ou acheté, enfin soit pour Militao et Müller. Il y a énormément de gros noms dans ta galerie, donc c'était plus blue chips à mon avis. Quelle est ta stratégie aujourd'hui et pour le futur du jeu? Alors ma stratégie, c'est clairement de performer en gaming arena, de tout faire pour performer en gaming arena, m'adapter au nouveau gameplay aussi. Depuis le début, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez safe dans le comportement. J'essaie au maximum de sécuriser les cartes et surtout les raretés. Ça fait un moment que je me dis que les super rares, au bout d'un moment, il faudra que je les abandonne, je pense. Et je suis toujours avec cette idée en tête. Je pense qu'un jour ou l'autre, les montants deviendront tellement colossaux que je ne pourrai pas rester. Mais d'un autre côté, tu vois, des cartes comme Kimmich et Serre, jamais j'aurais pensé pouvoir les acquérir. Donc ça, j'en suis très fier. Mais je sais que ça ne peut pas durer éternellement parce que bon, étant donné que j'essaie d'en vivre, faut quand même remplir les caisses d'un côté aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est le mieux parfait possible. C'est ça qui est bien, quoi. Quand t'as oui, c'est Kimmich clair. SR, un Militao SR, t'es tranquille pour quelques années, quoi. Évidemment, sauf blessure, mais bon, au niveau de l'âge, c'est quand même très positif. Non, mais c'est sûr. Et ça fait d'ailleurs partie aussi de ma stratégie dans la composition de ma galerie, tenter de baisser un peu la moyenne d'âge afin de perdurer dans le temps, quoi. Et donc voilà, mon but, c'est vraiment de performer dans la gaming arena et puis de par mon nouveau travail aussi, développer l'écosystème Sorare français le plus possible, forcément. J'aimerais bien aussi développer plusieurs projets autour de Sorare, que ce soit au niveau de l'achat-revente, que ce soit de la création de contenu un peu différente, voilà. Je voudrais vraiment toucher un peu tous les secteurs de Sorare et de son écosystème. Par exemple, t'as un scoop à nous annoncer ou pas? Alors j'ai pas de scoop, j'ai vraiment pas de scoop parce que ce sont c'est des projets qui mettent du temps à se mettre en place et je pense qu'il faut y aller faut y aller doucement et pas se précipiter, surtout qu'il y a tellement de choses à gérer. C'est pas pour rien si je suis à 100% dessus, c'est parce que vraiment ça me prend du temps. Et rien que la création de contenu actuellement, maintenant que je me suis mis sur YouTube et tout ça, ça prend un temps fou. À partir du moment où tu délègues pas, que je gère le montage de mes vidéos et tout, ça peut prendre vite pas mal de temps. Mais le but, c'est d'un peu toucher à tout dans l'écosystème parce que tout est passionnant en fait, je trouve, tout simplement. Et en plus, ça permet de rencontrer des personnes et de monter des projets collaboratifs qui sont juste super passionnants et avec une très bonne ambiance. Donc voilà, pour le moment on continue de développer la création de contenu et puis dans le futur on verra ce que ça donne. Ouais, et pour nos auditeurs, donc pour le moment les contenus que tu crées, donc il y a évidemment ton stream sur Twitch, il y a Sorare Hebdo. L'Hebdo Sorare, quand j'ai totalement. la possibilité de le regarder, je le regarde et franchement c'est très très intéressant. J'aime bien le format, c'est court, c'est concis, c'est bien résumé, c'est agréable. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu fais à côté? Alors ouais, l'Hebdo Sorare, ça j'aime bien, c'est un format qui est intéressant. Après, est-ce qu'il pourra perdurer dans le temps? Je sais pas, parce que bon, Sorare ne pourra pas non plus sortir des actualités quand on aura tous les licensing, que le gameplay sera fixé et tout, on pourra pas toujours avoir de l'actualité, quoi. Là je travaille sur des nouveaux formats de vidéos parce que je trouve que ça manque cruellement sur Sorare encore de vidéos YouTube explicatives. Le plus dur, je trouve, dans la création de contenu Sorare, c'est de créer du contenu qui puisse perdurer dans le temps, donner son avis, donner des tips qui puissent être applicables aujourd'hui, mais aussi dans un an, parce que déjà l'écosystème bouge extrêmement vite, et ensuite parce que le marché bouge vite aussi. Et par exemple, faire des vidéos où je conseille des joueurs, moi personnellement c'est pas ma cam, tout simplement parce que ça peut créer des effets de marché, et donc dans la vidéo tu vas dire que tel joueur coûte 20 €, il suffit que 100 personnes regardent la vidéo et qu'il y ait 10 acheteurs pour que ça monte à 100 €, tu vois. Donc je suis pas trop fan de ce type de contenu, c'est pour ça que j'en fais pas. Après je me ferme pas la porte, peut-être qu'un jour j'en ferai, mais voilà, le but c'est vraiment de sortir des vidéos qui puissent vraiment être qui puissent donner les clés en main aux utilisateurs Sorare, parce que je pense que ça manque encore cruellement dans l'écosystème Sorare, ouais. Mais c'est vrai que il y a pas mal d'influenceurs et tout, et c'est un constat, hein. Tu le vois aussi parfois dans les crypto-monnaies, quand il y a des nouveaux projets, il y en a certains qui passent
un influenceur, enfin on peut les appeler comme ça, hein, que ce soit un ambassadeur ou un streamer, à partir du moment où il a une communauté, il influence. Là je trouve que le terme il est bien utilisé, mais donc il y a un projet crypto qui s'allie à un influenceur avec une grosse communauté, tu vois très très rapidement vraiment une grosse variation du prix du token. Et c'est vrai que sur le marché, on le voit aussi assez bien, malgré qu'évidemment que la communauté Sorare de followers n'est pas celle de quelqu'un qui est spécialisé dans le monde des cryptos ou de la bourse ou quelque chose du genre, mais surtout pour les nouveaux projets. Pour les nouveaux projets, là, quand c'est un nouveau token, etc., qui n'a pas tellement de hype, et puis alors il y a deux influenceurs qui le mettent en avant, en général, on voit vraiment une grosse variation du cours du token. Et sur Sorare, comme c'est aussi un peu un produit encore de niche, tu le vois aussi assez régulièrement, mais je te rejoins. Après, c'est un choix. Moi, je comprends aussi les gens qui ont envie de mettre en avant leur travail de scouting et de partager. Ah oui, et puis surtout qu'il y a de la demande, donc oui, voilà. C'est bien, vrai que moi aussi, de mon côté, quand on me dit tiens, écoute, donne-moi un exemple de tel truc, j'aime pas trop parce que après on va me dire ouais mais non, tu m'as dit de ce joueur-là, tu me l'as conseillé et puis finalement il est hors de prix et c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est délicat. C'est une position à avoir et encore une fois, voilà, c'est question de choix. Mais c'est vrai que si on a une grosse communauté, qu'on donne des noms et tout, ça peut fortement influencer les prix du marché. Est-ce que tu as un rêve en tant que manager Sorare, créateur de contenu que tu voudrais faire dans le futur? Ouais, il y en a. Hein. Déjà, c'est fou. Parce que, alors, on sait que Sorare n'a pas encore connecté totalement le virtuel au réel, comme ils ont pour objectif. Mais j'ai pu avoir quelques expériences déjà grâce à Sorare. Par exemple, donc partir à Séville avec d'autres Sorariens, comme j'aime les appeler, pour aller voir le Grand Derby. Donc ça, c'était énorme parce que c'est autour de notre passion et en plus, on est avec une équipe de passionnés, quoi. Donc où il y a une très bonne ambiance. Donc c'est trop top. Rencontrer des personnes sur Lyon, j'ai pu en rencontrer et c'est super. Ça permet de dialoguer autour d'un sujet qu'on a en commun et aussi d'apprendre à se connaître sur d'autres sujets, donc c'est super cool. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un des joueurs du Clermont Foot qui est un grand fan de Sorare aussi, passé par Marseille aussi, Saïf Eddine Raoui. Donc ça c'est... Oui, totalement. C'est ça. Donc ça c'était énorme. On allait à boire un café il y a quelques jours pour discuter de Sorare et tout. Donc rencontrer un joueur de son équipe de cœur, c'est juste fantastique. Après des rêves. Moi je suis un énorme fan depuis tout petit de Juninho Pernambucano. Donc c'est vrai que le rencontrer. Maintenant je sais pas dans quel contexte vu qu'il a quitté l'OL, mais on verra bien. Et puis sinon après tout ce qui est événements au stade, les avant-matchs sur la pelouse ou des trucs comme ça où tu vois toute cette atmosphère incroyable. C'est trop bien. Un tour du monde des stades par exemple, ça peut être fou à rencontrer les Sorariens. Il y a des choses folles qui sont possibles, vraiment. Je te rejoins, c'est top. Moi, j'ai fait quelques voyages aussi. J'aime bien rencontrer, de temps en temps, on va au resto ou on va boire un verre, on découvre des gens et puis, je sais pas, ça match. Ah oui, ça match directement. Quand vous étiez parti à Séville, vous avez pris quoi, un hôtel ou bien vous aviez réservé plusieurs appartements ou une grosse villa où vous êtes tous dedans? On s'était pris une grosse villa sur Airbnb, donc c'est super, tu vois, t'as vraiment la proximité et Et vous connaissiez tous avant ou bien il y en a pas mal que t'as découvert pour la première fois lors de ce voyage? Alors de toute façon on s'était quasiment tous parlé par Sorare, quoi qu'il arrive. Mais certains c'était pour la première fois que je l'ai rencontré en réel, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est une super expérience, tu vois, t'arrives dans cet Airbnb et tu rencontres des gens avec qui tu parles peut-être depuis un an et demi, mais que t'as jamais vu en vrai, tu vois, et pourtant t'as l'impression de les connaître, et ça c'est fou. Depuis longtemps, c'est spécial. Hein. C'est super spécial. Tu te dis mais en fait t'as cette tête. Donc c'est super drôle, tu vois, et c'est une super expérience à refaire 1000 fois si possible. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Écoute, merci pour cette présentation et tes explications sur tes objectifs et tes rêves. On va attaquer ton sujet de prédilection. Alors, il y avait tellement de sujets à aborder que tu m'en as proposé 2. Et je trouvais il y en avait un, les 2 étaient très très bien, mais je pense parler de la psychologie autour de Sorare
et de l'évolution de la mentalité de la communauté au cours du temps et ces derniers temps. Je pense que ça peut intéresser énormément d'auditeurs. En tout cas, moi, ça m'intéresse et je voudrais échanger pour ça avec toi. Donc, pourquoi avoir proposé ce sujet-là, Alexis? Alors, pourquoi ce sujet? Parce que je pense que c'est ce qui fait la différence déjà entre un jeu, un investissement et une addiction. Et je pense que ce genre d'expériences peuvent très vite tourner au vinaigre. Et pour moi, la psychologie d'un SORAR, ça peut être aussi utile pour améliorer sa rentabilité que pour améliorer le gain de fun que l'on a dans le jeu. Et surtout, ça peut être très très utile pour ne pas se mettre en danger. Et en fait, je suis quelqu'un qui est très axé développement personnel, ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Et c'est vrai que analyser les comportements de la communauté, voir comment telle personne réagit face à une baisse ou une hausse, voir si la commu est majoritairement là pour la rentabilité ou pour le fun, donc pour le jeu ou pour l'investissement, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc voilà pourquoi je voulais aborder ce sujet. Ouais, mais en fait, c'est excessivement large, parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est un jeu, finalement, un jeu payant, et donc tu as différentes caractéristiques, différents profils. Comme tu dis, il y en a qui sont fun. Alors en général, le fun, sauf s'ils ont un portefeuille illimité, en général, ils mettent quand même des sommes peu conséquentes pour garder ce côté fun et pas avoir ce stress-là. Et alors, t'as aussi des investisseurs ou des gars qui se sont dit, moi j'accroche, je trouve ça top, et en même temps j'investis. Hier, je sais pas si t'avais entendu l'intervention de Nicolas Julia à l'After RMC. Il y avait l'intervention d'un manager, Tony, un truc comme ça, qui expliquait qu'il faisait du monde de la banque, et il était fan de foot, et il est tombé là-dessus, et vraiment il l'a vu comme un investissement avec ce côté fun aussi. Mais c'est vrai que la frontière, c'est bien d'investir, mais quand il y a le fun, c'est vrai qu'il y a des petites pressions. Mais je te laisse développer par rapport à ça, parce que je suis tout à fait d'accord qu'il y a la psychologie. C'est un peu la psychologie dans le trading. Quand on parle de marché ces derniers temps, ah oui, ça chute, et là, ça me rappelle vraiment le côté trading sur les cryptos, où là, t'as d'un côté le FOMO, donc t'as Fear of Missing Out, où tu dis, mais je vais acheter parce que ça pump, et ça va continuer à pumper, et je vais devenir millionnaire. Parce que franchement, dans le monde de la crypto, il y en a beaucoup qui pensent que c'est tout à fait possible, parce que ça a pu exister pour les early adopteurs de plein de projets important. Alors après, ça se transforme chez certains en FUD. Donc ça, c'est la crainte, la peur, l'incertitude, et on va tout quitter parce que il y a tout qui se crache. Je sais pas si t'as un peu la même vue que moi, et qu'est-ce que tu en penses, et puis je te laisse développer sur ce sujet-là justement. Ouais, non, mais je suis 100% d'accord. Et en plus, ce qui est super drôle quand on est early, c'est qu'on peut constater ces changements de mentalité, et on voit qu'on a plus le même public qu'au début. Parce que au tout début, qui étaient les joueurs? C'était soit des gens qui connaissaient les cofondateurs ou les employés de longue date, et donc qui ont entendu parler de SORAR comme ça, soit des mecs qui étaient dans la crypto et qui poncent toute la journée des Discord, des journaux, des trucs comme ça pour découvrir la pépite avant tout le monde. Résultat, c'est généralement des personnes très expérimentées en termes d'univers crypto, et bien sûr de psychologie, parce qu'ils ont l'habitude d'investir, ils ont l'habitude d'avoir des pertes, ils ont l'habitude d'avoir des gains. Et donc au tout début, tu sens que les mecs, ils sont là parce qu'ils ont découvert un projet qui leur parle parce que c'est leur passion, mais que derrière, s'il n'y avait pas la rentabilité, ils ne seraient sûrement pas là, tu vois. Et d'ailleurs, on avait un comportement qui était très récurrent auparavant. C'était tout simplement, selon où allait le vent sur le marché, la personne te disait qu'elle réfléchissait à un ETH ou un euro. Comme ça, dans tous les cas, elle allait faire une énorme plus-value, tu vois. Donc là, tu sentais qu'on était vraiment dans une communauté qui était là pour la rentabilité, et qu'il fallait manger le plus possible le temps qu'il était encore temps. Et après, on a eu des profils un peu plus intermédiaires, j'ai envie de te dire, qui sont arrivés, des investisseurs un peu plus, je sais pas si on peut dire long terme, mais en tout cas un peu moins remuants sur le marché, qui sont pas là pour s'occuper du marché SORAR pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a eu peut-être aussi un peu plus expérimenté au niveau de l'investissement aussi. Oui, aussi totalement. C'était pas des traders, tu vois.
Ils étaient pas là pour vraiment être dans l'instantanéité. Ils étaient là en se disant voilà, j'ai l'habitude d'investir, comme tu dis, expérimenter, mais pour le moyen long terme, voilà, exactement, moyen long terme. Donc c'était super intéressant à voir et on voyait des comportements un peu plus tranquilles, on va dire. Et puis après, là, avec les articles, la levée de fonds, les nouveaux licensing, etc., on commence à avoir des profils qui sont totalement inexpérimentés, qui n'ont jamais investi d'argent, à part leur PEL à 1%, ils connaissent pas grand chose, et enfin en termes d'investissement bien évidemment. Et donc résultat, derrière on a des comportements que je retrouve, c'est les mêmes comportements que j'ai eu quand j'ai démarré la crypto en fait. Dès que ça baisse de 10%, tu te dis ça y est, c'est la fin, j'ai fait la pire erreur de ma vie, je vais perdre de l'argent. Et puis dès que t'as fait un x2, t'as l'impression d'être multimillionnaire quoi. Alors les réactions exacerbées, je te rejoins. Voilà, c'est ça. Là-dessus. C'est ça, et j'étais exactement pareil au début quand j'ai investi dans la crypto, hein. Donc je pense que la très très grande majorité des personnes passent par là. Et donc voir l'évolution de cette mentalité de communauté, je trouve ça juste fascinant dans Sorare et dans l'investissement en général. Ce qui me plaît aussi, et c'est pour ça que je suis devenu créateur de contenu, c'est derrière faire comprendre aux gens que ils ont peut-être un peu exagéré en termes d'investissement et que c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas à l'aise, tu vois, ou sinon les rassurer. Et il y en a beaucoup qui nécessitent d'être rassurés. Mais d'un autre côté, tu t'engages un peu là-dedans, parce que si tu rassures une personne et que ça finit mal, elle va forcément t'en vouloir. Donc ça peut être dangereux, même juridiquement, tu vois. Donc faut toujours être sur ses gardes en tant que créateur de contenu. Ouais, on a une part de responsabilité. Ça, je te rejoins parfaitement. Après, ce sont c'est pas des conseils en investissement, mais en même temps, tu te donnes des conseils, mais tu dis, enfin, c'est plus, j'aime bien utiliser le mot suggestion. Voilà, suggestion, avis. Voilà, avis, suggestion, mais oui, c'est quelque chose peut-être que j'appliquerai pour moi-même, mais avec une part de risque. Et c'est vrai, quand tu conseilles un joueur, tel ou tel joueur, puis il se fait les croisés, ou je sais pas quoi, ou il y a un changement de coach, il se retrouve sur le banc, etc. C'est des choses malheureusement que tu ne peux pas contrôler. C'est ça. Impossible. Un changement de coach, tu sais pas. Un bon joueur, etc. qui se fait les croisés, c'est absolument impossible à anticiper. Donc ouais, ce sont des avis, des suggestions. Après c'est malheureusement c'est pas du 100%. Si c'était du 100%, je pense que on serait tous millionnaires. C'est un peu comme dans le trading aussi. Ah ouais, moi j'achète au plus bas et je vends au plus haut. Ouais, à part vraiment des exceptions, mais c'est vraiment des exceptions parmi les exceptions. C'est juste pas possible de vendre quand c'est super haut et d'acheter quand c'est super bas. Mais c'est vrai que ce truc exacerbé, tu faisais la comparaison avec la crypto quand le marché s'était bien crashé début 2018. Le nombre de personnes, et j'en sais un peu partie, malgré que j'ai quand même un peu d'expérience en investissement, qui regardaient la valeur de leur investissement. Tu vois, l'application, tu regardes et tu fermes. Et il y en a qui faisaient ça 10, 15, 20 fois. Il y avait plein de mèmes et d'histoires sur Twitter qui en parlaient. Et c'est vrai que, corrige-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus, depuis qu'il y a une baisse du marché depuis quelques semaines, on voit beaucoup de tweets ou de messages sur Discord. Ah, ma galerie a perdu 20%. Ah, ma galerie a perdu 30%. Ah, ma galerie a perdu 40%. Et comment est-ce que tu réagis par rapport à... Parce que je présume que tu as beaucoup plus de managers comme moi qui viennent te trouver par rapport justement à ces chutes. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors c'est totalement vrai. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils regardent vraiment leur valeur de galerie tous les jours. Et je trouve que c'est un comportement totalement paradoxal. Parce qu'en fait, d'un côté, ces personnes-là, elles savent qu'en rentrant dans le projet, sachant qu'il manque la première ligue, le marketing, etc. Ces personnes-là savent très bien qu'elles sont là pour au moins le moyen terme. Mais elles ne peuvent pas s'empêcher de regarder leur galerie tous les jours. Et moi, ce qui peut me plaire comme question à leur poser, c'est, imaginons que demain, tu as 75% de baisse sur le marché général. Qu'est-ce que tu fais en fait ? Est-ce que ça va vraiment t'aider de regarder ta galerie tous les jours, de constater cette baisse de 75%, à part te faire flipper et te faire des cheveux blancs? Est-ce que vraiment ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que tu vas tout vendre? Est-ce que tu vas juste râler et continuer en attendant que ça remonte? Qu'est-ce que tu vas faire? Et au final, je pense que beaucoup sont là et se disent non, je continue. Certes, je serai pas content, mais je continue. Le truc, c'est qu'il faut voir vraiment moyen, long terme, et que si c'est
encaisser une baisse de moins 50% pour derrière faire un x10, je pense que ça vaut le coup personnellement. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, je dis pas qu'on va faire x10, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est ouais, je trouve ça assez paradoxal comme comportement, même si c'est totalement normal en fait quand t'es inexpérimenté, parce que j'ai fait exactement pareil au début de quand j'étais dans les cryptos. Quand tu disais de checker son wallet, son portefeuille tout 10 fois par jour pour voir où en est la crypto, si elle a augmenté ou pas, bah ça je l'ai fait, mais pendant des mois et des mois, c'est clair. Donc voilà, oui, c'est un comportement qu'on voit de plus en plus, c'est clair, surtout sur Twitter. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, d'un côté c'est naturel, et puis quand tu parles de psychologie, c'est vraiment ça. La psychologie d'une personne n'est pas la psychologie d'une autre personne. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est voilà, il faut vraiment définir une stratégie par rapport à son profil de manager. C'est quand même super important, et avoir vraiment des objectifs aussi. Je présume que maintenant tu joues, t'as retiré ton investissement de départ et là tu joues, etc. Mais même pour ces personnes, qui ont peut-être retiré leur investissement initial, quand ils voient qu'une galerie peut, valoir 30 000, 50 000, 100 000 $, même si tu joues gratuitement, tu te dis ouais, c'est quand même une sacrée somme, et ce sont des sacrées sommes. Ah, c'est clair. Tu dis maintenant, si ça se crache, c'est con, parce que j'avais quand même cette somme-là de manière virtuelle, et donc c'est vraiment essayer de s'adapter, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, et finalement quelle serait la meilleure solution pour soi-même. C'est vraiment très très variable d'une personne à l'autre. Quand tu regardes l'investissement par exemple dans le monde des cryptos, je suis passé par là aussi, je suis vraiment pas trader expérimenté, loin de là, mais j'essaie maintenant de me fixer des objectifs du style, en investissement dans cette crypto-là, si jamais ça fait x2, peut-être que je vais retirer 30%. Ah ouais, mais ça fait x10 après. Alors il y en a plein qui vont râler, ouais mais merde, pourquoi j'ai retiré alors que j'ai fait x10? Ouais, mais au moins t'as fait x2, t'as retiré une partie, clair. Et t'es tranquille, t'as ton esprit, vraiment il est tranquille, parce que si ça avait divisé par 5, tu dis mais merde, pourquoi j'ai pas retiré quand ça avait fait x2, pourquoi j'avais pas retiré une partie quand ça avait x2? Et je pense que de fonctionner quand même pour les personnes qui sont fort craintives, qui ont vraiment peur, qui sont, je vais pas dire fragiles psychologiquement, mais qui savent que si jamais il y a des variations accentuées d'une manière, vers le haut ou vers le bas, je pense que c'est assez sage de pouvoir retirer une partie et de se dire voilà, je la retire en toute conscience, c'est pas grave, le marché maintenant peut exploser, je suis quand même bien, je vais pouvoir continuer à jouer sereinement sans avoir des stress, parce que c'est vrai, comme tu dis, des personnes qui regardent et qui stressent et qui regardent leur galerie ou leur portefeuille en permanence, c'est pas sain. C'est pas sain. Tu peux pas. Tu te rajoutes une pression. En fait, je veux dire, profiter de la vie de manière sereine de cette manière-là, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, t'es sous pression constante. Et je pense qu'il y a, on est vraiment dans une accumulation de facteurs qui fait qu'on est dans cette situation comme ça. Déjà parce que la communauté, on a beau être 110 000 joueurs payants, un peu plus de 110 000, c'est encore très réduit comme communauté. Surtout que parmi les 110 000, tout le monde n'est pas sur les Discord ou sur la création de contenu. Donc vu qu'on est une communauté réduite déjà, au moindre faux pas de la team Sorare, au moindre crash du marché, t'en entends parler en fait, parce que le mot se propage très rapidement, et tout le monde arrive à s'allier assez facilement quand il s'agit de baisse généralement. Donc en fait ça fait que entretenir une espèce d'atmosphère pesante, on va dire. En plus, contrairement aux paris sportifs, ce qui fait la grande différence, c'est que tu possèdes ton investissement, tu possèdes la carte que t'achètes. Mais d'un autre côté, là aussi, normalement, la pression, selon Sorare, je pense, c'est que pendant les gaming arena, pendant les game week, où ton joueur va jouer son match et qu'il va avoir un score plus ou moins bon. Là, t'as la pression, parce que t'as envie qu'il fasse un très gros score. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les utilisateurs, et surtout ceux à petite galerie, ils ont aussi une pression constante pendant toute la semaine, parce que ils veulent pas voir leur galerie baisser de valeur, parce que là aussi ils vont avoir l'impression de perdre de l'argent. Donc en gros tu te rends compte que c'est plus de l'instantané comme ça pourrait être dans les paris sportifs, c'est-à-dire que tu gagnes ou tu perds au bout de 90 minutes. Non, toute la semaine t'es là, tu regardes ton investissement, combien il vaut, est-ce que ça a craché ou non, et t'es sous pression constante. Et je pense que pour pas mal de personnes, c'est assez difficile à encaisser. Et le dernier paramètre que je rajouterais, c'est que je pense que la communauté Sorare est un peu différente des autres. Et je la trouve extrêmement impliquée, ce qui m'a fait dire il y a quelques jours que la communauté de Sorare, c'est à la fois un point faible pour l'équipe Sorare et à la fois un point fort. Parce que ils peuvent déplacer des montagnes grâce à cette communauté. À chaque fois qu'ils demandent des feedbacks, ils ont je ne sais combien de retours. La communauté est
extrêmement impliqués. Je suis sûr que demain, Nicolas demande de partager un tweet et tout. Il y a un nombre incalculable de retweets qui se fera. Et je pense que beaucoup feront tout pour le mettre en valeur. Par contre, demain, tu fais un faux pas, tu prends une mauvaise décision, tu supprimes la commode 1D4AS, tu prends une décision qui est impopulaire, on va dire, tu vas te manger un raz-de-marée assez incroyable. Donc voilà, moi ça me passionne de voir ces mouvements en fait, et je trouve que comme tu dis c'est encore plus exacerbé dans Sorare parce qu'il y a une vraie implication quoi. Vraiment c'est fou. Ouais, il y a beaucoup de réactions épidermiques. Hier justement dans l'after RMC aussi, il y avait le journaliste qui expliquait qu'il avait reçu mais tout plein de messages et donc il s'est rendu compte lors de l'émission avec Nicolas Julia qu'il y avait vraiment une communauté mais ultra réactive derrière, ultra passionnée. Je te rejoins vraiment tout à fait sur ce point-là. Et quel est ton avis, enfin quels sont les conseils justement que tu donnes à ces personnes qui ont du mal là avec le marché? Parce que c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que t'as beau leur dire, écoutez, c'est un marché. Maintenant, vraiment, Sorare, même si je te rejoins 100 000, compte tenu du nombre de cartes et du potentiel que ça peut avoir, oui, ça bouge un peu plus rapidement que sur une action, je vais dire, en bourse, de ce qu'on appelle, et encore, maintenant c'est vraiment très compliqué de trouver une action bon père de famille, parce qu'il peut y avoir des événements géopolitiques, et puis ça se varie très très fort. Mais c'est vrai que c'est pas encore le marché des cryptos, où c'est très très volatile, mais c'est quand même assez volatile, surtout sur le marché des limited, où on voit des variations de cartes vraiment très très brusques. Quels sont les conseils que tu donnerais justement aux managers qui ont quand même cette crainte, et faut pas dire cette phobie, mais cet investissement et ce désir de toujours vouloir regarder combien vaut leur galerie? Déjà je vais te faire à la classique, c'est-à-dire n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre d'investir, forcément, ça c'est la base des bases. Ensuite je peux le tirer de mon expérience personnelle. Alors c'était pas avec ma valeur de galerie. Déjà pour répondre pour la valeur de galerie aussi, arrêtez de regarder tous les jours, sauf si vraiment vous faites full achat-revente et que vous y passez énormément de temps, parce que ça vous permet de prendre la température du marché aussi. Mais si vous êtes pas à fond dans l'achat-revente et tout, arrêtez de regarder la valeur de votre galerie tous les jours. Pour moi c'est une bêtise et ça va vous mettre plus mal qu'autre chose au quotidien. Et sinon par rapport à mon expérience personnelle, alors j'ai eu une période paris sportif qui a été compliquée. Je m'en suis détaché sans trop de problèmes et bien content d'ailleurs. Et ensuite au moment de Sorare, quand j'ai acheté des joueurs MLS, là aussi j'ai vécu une période assez compliquée, c'est-à-dire que tu te réveilles à 3h du matin sans aucune raison, ton cœur, tu t'es même pas encore réveillé que ton cœur il palpite, et le premier truc qui te vient en tête c'est putain, Carl Gilles, combien il est en train de faire? Parce que je peux finir premier. Et voilà. Combien il est en train de faire de score? Est-ce qu'il a marqué? Et donc, bien sûr, t'allumes ton téléphone. Il y a rien de mieux pour casser son sommeil et être déphasé le lendemain. Vraiment, il faut pas hésiter à faire un point personnel sur soi, se dire bon, est-ce que c'est vraiment sain pour mon corps et pour mon esprit ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de tomber dans un truc un peu obscur qui peut me faire du mal au quotidien? À partir du moment où vous en avez conscience, normalement derrière vous pourrez vous en détacher assez facilement. Mais je pense qu'il faut toujours rester maître, pas de ses émotions, mais de son état d'esprit en tout cas, tout simplement. Et puis juste pour faire un point sur ce que tu disais sur ce que tu disais sur l'after tout à l'heure, moi ce qui m'a surpris, et ça montre vraiment l'implication de chaque utilisateur, même des lambda, j'ai envie de te dire, c'est que j'ai l'impression que les consultants de l'after foot RMC a plus défendu Sorare que ce que Nicolas a fait en fait, et ça m'a extrêmement surpris. J'ai trouvé que c'était fou, vraiment, ils ont l'air super impliqués, très content d'y jouer. Johan, j'ai oublié son nom. Je suis désolé. Mais ouais, ça m'a paru fou, et ça m'a donné encore un exemple que vraiment la communauté est impliquée de fou, quoi. Vraiment. Ouais, et Riolo qui a pas voulu venir. Franchement, d'un côté c'est pas plus mal. D'un côté c'est pas plus mal parce que c'était vraiment positif pour. Après j'ai envie de te dire, un peu de contradiction fait jamais de mal. Le problème c'est que avec Riolo, je suis pas sûr qu'on aurait eu de la contradiction bien fondée en fait. Peut-être qu'il aurait sorti, il aurait peut-être, c'est ça. Il aurait peut-être sorti des arguments en mode non mais votre machin c'est que de la spéculation, enfin les bases des bases, tu vois. Et
moi je suis le premier, ça me dérange pas de critiquer le projet Sora, hein. Je suis le premier à peut-être pas à chercher la petite bête, mais quand il faut dire les choses, je l'ai dit sans trop de problème. Mais là, je pense que ça aurait pas été très constructif et que ça aurait un peu pourri l'ambiance, quoi. Ouais, pour revenir par rapport à ce que tu disais, de se réveiller en pleine nuit et tout, je présume que ça t'arrive encore de temps en temps pour les teams où tu te dis voilà, c'est vraiment chaud, surtout quand t'as un joueur, je sais pas, style MLS ou Asie qui joue très tôt le matin. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais c'est vrai que je dors pas bien ces jours-là. Donc et je t'avoue que ça m'arrive même plus, parce que d'un côté tu te dis mais si je me lève là, c'est parce que justement je peux taper un podium ou une place de monde, et finalement tu dors mieux que quand tu rates ta game week, quoi. Oui, ça c'est clair, ouais. Mais ça encore, je m'en suis pas mal détaché, tu vois. Je suis plutôt content de moi. Je m'en suis pas mal détaché. Non, maintenant, ce qui m'empêche de dormir, c'est la création de contenu par rapport à Sora plus qu'autre chose. Mais parce que je me dis je pourrais faire ça. Ah oui, mais il y a ça. Ah putain, j'ai dit ça l'autre jour, c'est bof. Bref. Mais ça foisonne d'idées. Mais c'est vrai que c'est avec l'expérience. Moi aussi, c'était vraiment au tout début quand j'avais j'étais un joueur près de faire une super belle place. Là maintenant, on prend le pli, même si on est toujours aussi passionné. Oui, c'est clair. C'est vrai et heureusement, parce que comme tu dis, c'est bien mieux pour notre tête, pour notre santé mentale. Est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose justement par rapport à ce qu'on vient de parler, la psychologie, la communauté Sora, ou on a déjà discuté, hein. Juste un dernier facteur, je pense que c'est la différence technologique aussi qui joue beaucoup. Faut pas oublier qu'on est sur un projet totalement novateur qui se base sur une technologie certes qui date de 2009 mais qui a jamais été adoptée par le grand public, et je pense que ça a fini de rajouter une sacrée pression sur les utilisateurs qui ne sont pas avertis ou pas adeptes de ce genre de pratique, on va dire. Donc tout ce qui est Ethereum et tout, ça finit de rajouter une couche de pression sur les personnes, et après voilà, ça viendra avec le temps, parce qu'on sait que le but de Sora c'est de rendre opaque tout ça, mais voilà, là j'ai envie de vous dire, à part s'informer, mais c'est vrai que bon, on est là pour jouer à un jeu de foot, pas un jeu de crypto, quoi. C'est ça. Donc écoute, ça me permet de faire la transition vers le sujet d'actualité, évidemment, qui est l'annonce du nouveau gameplay. Je vais commencer par cette question-là. Que penses-tu de la conversion prochaine, donc des paliers de l'Ether vers le dollar? Donc de 0,01 on passe à $25 et 0,02 on passe à $50, si j'ai bonne mémoire, à partir du mois d'août. Ouais, alors je suis pas surpris dans le sens où il l'avait annoncé, mais ça devait être mis en place bien avant, parce que ça devait précéder la suppression des paliers, justement. Donc je t'avoue qu'étant donné que je m'attendais à la suppression des paliers, ça m'a... Voilà, c'est vrai, tu y croyais vraiment? Ah non, mais moi j'étais 100% sûr qu'ils allaient supprimer les paliers. Mais d'un autre côté, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Parce que les paliers, on va pas se le cacher, c'était pour les plus petites galeries. Et en vrai, en enlevant le gardien common, il le supprime pour beaucoup de personnes quand même. Alors, et moi j'étais de toute façon totalement pour la suppression de ces paliers. Pas du tout en termes de rentabilité. Je suis très content que les gens fassent de l'argent, et plus les gens en feront, plus je serai heureux. Quand quelqu'un arrive sur mon stream en disant j'ai gagné 2000 € sur la précédente GW, je lui dis mais gars, ça fait trop plaisir et je suis très content pour toi. Mais en termes de fun, après c'est subjectif le fun, hein, mais j'ai eu plusieurs retours de joueurs qui les avaient pratiqués pendant 2-3 mois, et franchement c'est quand même très limité en termes de fun, je trouve, et je pensais qu'il y avait bien mieux à faire. Voilà. Ouais, je te rejoins parfaitement. Moi personnellement, j'y croyais. Je croyais vraiment qu'ils allaient garder les paliers. Après, on verra pendant combien de temps, hein. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour justement essayer de garder quand même un attrait et une rentrée, je vais pas dire certaine, parce que encore une fois il y a rien de certain, mais j'avais donné un exemple. De toute façon, pour les personnes, on va pas discuter pendant 1 heure de ce sujet-là, parce que je renvoie tous les auditeurs, ceux qui veulent vraiment avoir des avis de managers différents expérimentés, vers le Sora Show, où pendant 4 heures il y a combien de personnes? Une bonne dizaine de personnes, un peu plus de 10 dont même, moi, je crois, à la dernière heure, qui ont débattu sur le nouveau gameplay,
les côtés positifs, négatifs, donc on va pas refaire le Sorare Show et ce débat à plusieurs. La seule chose moi que je mettais en avant, c'est que j'ai des personnes autour de moi dont une qui me vient en tête parce que ça date d'hier, un ami assez proche qui lui il se dit ouais, maintenant que c'est des dollars, je vais me lancer. Avant il était vraiment, malgré qu'on lui dit mais oui l'Ether c'est susceptible de monter, oui c'est susceptible de monter, maintenant un crash ou quelqu'un c'est hautement improbable qui arrive à déchiffrer ce truc-là avec un style, l'ordinateur quantique révolutionnaire, etc. Mais bon, on n'en est pas là. Mais il avait pas envie d'être touché par la fluctuation du cours de l'Ether, que ça soit en positif ou en négatif. Le gars, il veut des dollars parce qu'il a pas cet esprit crypto, investissement, au niveau de quelque chose qui leur paraît encore très très abstrait. Et donc là, il me dit 25-50$, ça me paraît bien. Si j'investis autant, je peux prétendre plus ou moins à autant de rentabilité par mois si ça se passe bien, si j'ai pas des grosses blessures, etc. Donc ce genre de profil de manager existe aussi, même si je te rejoins à 200%, le fun, on repassera. Sauf si de temps en temps alignement de planète, et grâce à cette équipe-là, tu arrives à gagner une T3, T2, voire plus haut, comme c'est déjà arrivé, mais qui reste super exceptionnel, quoi. Ouais, totalement. Après, par rapport au raisonnement sur l'ETH, c'est un peu dommage de penser comme ça, parce que je crois que ça doit faire plus d'1 an qu'on n'a pas connu les paliers, en tout cas le palier 2 en dessous de 45 dollars à mon avis, à vérifier, ouais. Mais je crois que voilà. Et après, après gagner 25 ou 50 dollars en ETH, ça te contre pas, ça te protège pas des fluctuations non plus, quoi. À part si tu connais le stablecoin et que tu sais le convertir. Il faut que ça soit un bon stablecoin aussi. Ouais. Là, on va pas se le cacher, c'est de la perte de rentabilité tout de même. Déjà parce que le GK Commons est supprimé, et ensuite parce que la majorité du temps, je pense, depuis que les paliers ont été mis en place, on était sur un palier 0,02 au-dessus de 50 dollars. Donc oui, pour moi c'est de la perte de rentabilité. Donc ça c'est vrai que c'est un peu décevant, mais en même temps celui qui dit j'investis 1500, 2000, 2500, pour avoir à garder un titulaire, son remplaçant, et puis quelques jours de champ pour pouvoir des bons joueurs paliers, il y en a beaucoup, et plus ils sont vieux, plus ils sont intéressants au niveau prix en général. Et donc là, le gars il peut se dire j'ai un rendement de plus ou moins de autant de pourcents, c'est toujours mieux que de laisser sur mon compte en banque. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste un exemple concret que j'ai connu hier, c'est tout. Mais c'est vrai. D'un autre côté, je suis content aussi qu'ils ont gardé les paliers à 205 points et 250. Voilà. Oui. Ils auraient pu l'augmenter aussi. Je t'avoue que ça aurait été un peu illogique qu'ils changent ça, alors qu'a priori. Alors qu'on peut payer un gardien rare. Ouais, en plus, si tu modifies ça, c'est que t'as fait des statistiques et des études pour voir à combien tu dois mettre pour donner temps en moyenne, etc. Et dans ce cas-là, t'avais peut-être la possibilité de mettre une petite barre de progression, tu vois. Oui. Si t'arrives à faire les études, ils l'ont pas abandonné apparemment. J'espère bien. Que l'idée n'est pas encore abandonnée, et j'espère. Ce n'est qu'un avis, j'ai absolument aucune info dessus, mais j'ai l'impression vraiment ça va évoluer, mais step by step. Je pense qu'ils vont regarder, ok, on va mettre ça en place. Dès que c'est validé, on va passer à l'étape supérieure. En tout cas, j'espère vraiment que ça va être ça, mais c'est vrai que si tu changes, qu'il y a trop de changements, et puis que tu vois, ouais, mais non, ça finalement, c'était pas une bonne idée, on va faire marche arrière, et là, c'est comme ça que tu crées vraiment... il fera quelque chose comme ça. Moi, le sentiment que j'aurais personnellement, c'est, oulala, ça tâtonne un peu trop. Tandis que si tu fais des petits changements, même si c'est frustrant, voilà, si tu dis c'est une évolution que j'espère organique et positive, mais voilà, c'est un choix, c'est vraiment mon avis personnel, quoi. Ouais, je t'avoue que niveau tâtonnement, je trouve qu'on commence à être borderline quand même, mais ouais, on a tâtonné pendant 8 mois. ouais, et puis c'est même pas ça en fait. Pendant 8 mois. Ouais. Tu vois, il y a ça, il y a les 8-10 mois d'attente qui peuvent peser, mais c'est même pas ça sur quoi je me base, c'est juste qu'on a pu entendre une fois ou l'autre à droite à gauche en fait. Et
c'est le problème en fait, quand tu commences à mettre quelque chose dans la tête des gens, bah, la barre de progression, c'est pareil que la suppression des paliers, parce que de toute façon elle devait remplacer les paliers, donc forcément, mais j'étais quasiment sûr à 100% qu'elle allait voir le jour. Et en fait tu te dis bon ok, ils ont repoussé la première annonce parce que ils étaient pas prêts, ils veulent mettre cette barre de progression, y a pas de souci, je suis très heureux, je vais attendre. T'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, au final c'est 8-10 mois, et au bout de 8-10 mois on te dit il y aura pas la barre de progression, et là tu dis bon ok, bah on va aller voir la div Underdog et spécialiste, hein. Voilà. Mais j'avais regardé ta vidéo, tu l'avais publiée, je pense, vendredi passé ou samedi passé. Ouais, j'avais publié quelques jours avant, ouais. Ouais, j'ai regardé le matin tôt, le week-end passé, et c'est vrai que tes propositions, ouais, tes rêves, je veux dire ça comme ça, au niveau du nouveau gameplay, il y avait pas mal de propositions très très intéressantes. Je trouvais, bon, et je comprends aussi, j'ai pas suivi ton live et tes réactions en direct, mais voilà, t'étais pas super enthousiaste. Par rapport à ces changements-là, quelles sont les choses qui t'ont fait kiffer et les choses qui t'ont fortement déçu? On va prendre deux extrêmes. Et bah, non, mais en fait c'est trop drôle, parce que c'est ce que je disais en stream ce matin, c'est que si je regarde pour mon point de vue personnel, enfin juste pour ma petite personne, mais les changements qui ont été effectués et les non-changements qui ont été effectués, mais c'est 100% bénéf en termes de rentabilité pour moi. Je pense que je vais gagner plus qu'avant, et vraiment c'est parfait en termes de rentabilité pour moi, il n'y a rien à dire. Pourquoi ça? Parce que il ne supprime pas la div qui est selon moi depuis le début la plus rentable, qui est la D3, et c'est celle que je joue le plus, alors qu'il y avait un doute là-dessus, donc il ne la supprime pas. Il rajoute des divs en plus. Moi qui ai la chance d'avoir une bonne galerie bien fournie, bah, je vais pouvoir les jouer, en plus de celles que je jouais déjà. En plus j'ai du choix, donc je vais pouvoir les jouer convenablement. Il me rajoute de l'utilité sur les super rares. Les super rares, j'en ai quelques-unes, donc ça va augmenter la valeur de ma galerie. Il supprime le truc le plus fou. Il supprime la carte common en D4AS. Je ne mets jamais de GK common en D4AS, parce que j'ai généralement un gardien rare de disponible. Donc en plus d'accrocher les paliers, je vais avoir encore plus de chances d'accrocher une récompense en D4AS, tout simplement parce que on s'est rendu compte avec des statistiques de Sora Data que il y avait 20% de line-up des rewards de la D4AS qui étaient donnés à des line-up avec GK common. C'est juste parfait pour moi en termes de rentabilité. Je gagne sur tous les tableaux. Mais par contre, j'essaie d'avoir une réflexion plus globale et d'avenir sur le long terme, et personnellement je ne vois pas comment ce gameplay peut être viable sur le long terme. Franchement, pour moi on a corrigé certaines incohérences pour en rajouter d'autres. Comme quoi par exemple? On supprime le GK, encore une fois, common 1 des 4S. Bien évidemment qu'il fallait le supprimer, c'est totalement logique. Moi j'étais totalement pour sa suppression, et pas pour baisser la rentabilité des gens, juste parce qu'il avait rien à faire là en fait. Mais par contre, tu rajoutes une division spécialiste. Cette division spécialiste, c'est quoi? C'est une division à part? C'est une division qui permet de faire le pont entre deux raretés? C'est une division qui permet de faire le pont entre la Underdog et les ligues basiques limited? À quoi elle sert cette div spécialiste? Le concept en lui-même de la div spécialiste, je le trouve trop bien. Ça rajoute du fun, ça fait travailler le scouting, les gens qui passent du temps à faire du scouting totalement, même l'achat-revente ça va le développer. Donc c'est parfait comme principe, comme concept. Mais par contre, c'est quoi cette div? Elle est où? Elle se place où dans la hiérarchie? Est-ce qu'elle permet, vu qu'elle permet de faire gagner des rares, est-ce que c'est pour les joueurs qui sont déjà très bien en ligue basique et qui veulent tenter de passer en rare? Ou est-ce que c'est pour les joueurs qui n'arrivent pas à avoir 5 stars à aligner un All-Star Limited, et donc entre la Underdog et les ligues basiques? Sauf que ça veut dire que tu vas faire confronter des personnes qui ont full star et un gros choix de galerie et qui vont tenter de passer un rare, contre des personnes qui vont tenter d'atteindre les ligues basiques en achetant 5 stars. Et toutes ces personnes-là vont se battre pour 500 récompenses, donc 48 rares. Et pour moi, ça manque vraiment de logique en fait. Je trouve encore une fois le principe fou, et le fait de gagner des cartes rares dans cette division limited, je trouve énorme. J'aime beaucoup. Ça fait rêver les gens, parce que le mec qui va aligner sa star limited, ses 2T1 et ses 2T, 2T3, il va pouvoir se dire je peux potentiellement gagner mes 6 rares et empocher 20 000 euros. C'est énorme. Mais d'un autre côté, en termes de cohérence du gameplay et de logique, je suis totalement perdu. Vraiment. Totalement tu aurais perdu. fait quoi? Enfin, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais?
j'ai envie de te dire, je suis pas game designer déjà. Mais sinon, ouais, bah moi, j'aurais fait le strict je te pose cette question minimum, parce que d'un côté, tu me dis que c'est un super, et moi je trouve ça aussi, cette ligue spécialiste, je trouve ça vraiment bien. Mais d'un autre côté, et je comprends tes arguments, tu comprends pas trop ce que ça vient faire là et quelle est l'importance de ces divisions-là par rapport au gameplay en général. Mais donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour que tu te dises, wow, ça c'est top du début à la fin? Ouais, non mais après, en fait, les concepts, je les aime beaucoup, c'est super top, c'est fun. Même la Underdog, ça peut être marrant. Enfin, s'ils arrivent à mieux la réaliser, parce qu'actuellement, un seul GK disponible sur toute une GW, c'est compliqué. À moins de 40, mais, ouais, voilà. Mais, j'ai abandonné, ouais. Ah non, mais pareil. Hein. Ah non, mais c'est clair, moi non plus, c'est clair. Mais sinon, qu'est-ce que je ferais? Je développerais un vrai système de ligue comme on a avec les ligues basiques, mais avec ces divisions capées, si on peut dire, tu vois. Parce que, ouais, je suis perdu. Et je pense qu'un nouvel utilisateur est encore plus perdu. Parce que, il y a un autre débat qu'on a eu ce matin, c'est quelle est la division d'entrée pour un nouvel utilisateur payant avec un budget de 500 000 euros? Il y avait beaucoup de choix différents dans le chat. Il y en avait certains qui disaient que c'était la spécialiste. Mais à quel moment t'achètes une star? D'autres disaient la Underdog et d'autres disaient, par exemple, Asia et America Limited. Ouais, écoute, c'est cool, hein, ça laisse plein de choix. Mais un nouvel utilisateur, il va arriver, il va mettre un All-Star Limited, il va voir que sur un mois, il va rien gagner. Il va jouer la Underdog, sauf qu'il aura pas sa galerie adaptée, parce que sa galerie, il l'aura adaptée en fonction de la AS Limited, et pas de la Underdog, tu vois. Donc il va devoir bouger sa galerie. Il va peut-être faire de la perte sur la revente. Donc il va devoir réinjecter de l'argent pour jouer la Underdog. La Underdog, c'est quand même une div qui est capée à 40 de L15. Autant te dire que tu joues avec des joueurs pas foufou. Et puis au bout d'un moment, le mec il va se dire, oh, j'ai envie de vibrer quand même pour pouvoir gagner des gros lots, donc je vais aller jouer la spécialiste. Sauf que la spécialiste, il te faut une star. Bref, je trouve que c'est encore trop le foutoir en fait. Et alors derrière, on va me dire oui, mais c'est de la transition. Il y a un peu trop de choix. Il y a un peu trop de choix. Mais d'un côté, il y a du choix. Je me mets à la place, je fais un peu l'avocat du diable. C'est pas facile non plus parce que d'un côté, c'est super dur. Énormément de plaintes de joueurs en disant, mais enfin les limited, vous avez vu ça, il faut taper des points de malade pour remporter des belles cartes. Parce que j'ai déjà vu des trucs avec 380 points, 400 points, t'as une T3 à 2 euros ou à 3 euros. Enfin, ça fait mal quand même quand tu vois l'investissement que tu as mis au début. Et donc, en proposant ces nouveaux gameplays, ça permet d'avoir plus de variations, comme tu dis, de toucher à différents profils. Celui qui veut se lancer en Asia, en America, c'est parce qu'ils sont intéressés par ces championnats-là. Mais c'est vrai que la spécialiste, comme tu as droit à avoir un joueur au-dessus de 60, vaut mieux prendre un joueur vraiment très très lourd. Ouais, c'est le flou. Peut-être on verra un peu plus clair d'ici un mois ou deux, dès qu'on aura pris, que les managers auront peut-être pris un peu leur marque, mais c'est vrai que pour prendre par exemple l'exemple de la Underdog, c'est en L15, il y a des variations quand même de moyenne assez fortes, donc ça sera tout le temps de l'adaptation, mais ça va booster aussi le marché, secondaire. Ouais, totalement. Mais je te rejoins, c'est gros point d'interrogation. C'est le début, on devra voir d'ici quelques temps comment est-ce que ça fonctionne et comment ça va évoluer. Ouais, totalement. Et puis je l'avais dit dans la vidéo, c'est très compliqué à réaliser ce genre de gameplay. Même si on pouvait peut-être en attendre plus de ces 10 mois d'attente, c'est une tâche extrêmement compliquée. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est que 2022, normalement, c'est censé être l'année du début du marketing. On l'a vu d'ailleurs hier, Nicolas qui passe dans l'after, alors que l'after en avait déjà parlé de Sorar dans le passé. Donc voilà, on se rend bien compte que ça commence à se mettre... Parfait, hein. Voilà, ouais, totalement. Mais tu vois, le marketing commence à être lancé peu à peu. C'est pas encore du marketing incroyable... voilà, mais ça commence à être lancé. Et le souci, c'est que si on part pas sur de bonnes bases de gameplay, ça va devoir bouger. Mais on sait que faire bouger le gameplay quand t'as de plus en plus de monde, plus t'as de monde, plus ça devient sensible et fragile. Voilà pourquoi je m'attendais à des bases peut-être un peu plus solides pour ce gameplay. Parce que je me dis, quand on va être 500 000 utilisateurs, déjà que c'est violent à 100 000, les réactions des fois. Alors à 500 000, j'ose pas imaginer ce que ça va être. Et puis ça te ferme en fait les champs des possibles à chaque fois. Parce que plus il y a de monde,
plus tu dois faire attention à certains détails, et donc forcément ça te ferme des opportunités. C'est toujours plus facile de faire des grandes restructurations quand il y a moins de monde impacté. Donc voilà, c'est pour ça que j'en attendais un peu plus au niveau de la solidité du gameplay. Après, une de mes grandes envies, c'était plus de fun, et pour le coup là, je peux rien dire, on en a plus de fun, parce que rien que pour la spécialiste et la underdog, faut se creuser un peu les méninges, et il y a du choix à faire, quoi. Tu parlais justement de trucs marketing. Je me demande si, à tête de Nicolas Julia de la team Sorare, ils se sont pas dit ouais, c'est vrai qu'il y a 110 000 managers qui ont acheté au moins une carte. Quand tu entendais la présentation, il y a 1,5 million d'utilisateurs inscrits. Vous savez, ouais. c'est peut-être possible. Ouais, je pense que c'est de concret, surtout. Ouais, voilà, 110 000 managers qui ont acheté au moins une carte, ils se disent peut-être, ouais, bon voilà, compte tenu du potentiel qu'il y a, etc., ça reste encore petit par rapport au nombre que j'espère qu'on sera quand ils auront vraiment lancé la campagne marketing. Donc peut-être qu'ils se disent, c'est peut-être le bon moment de commencer à faire ça maintenant. Il y a l'application sur demande, seulement iOS, à mon avis, au niveau marketing, ils vont pas balancer la sauce tant que ça sera pas, tant que l'application sera pas une application alpha qui soit disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Ouais. Ça me paraît clair. Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais je pense qu'au niveau commercial, avant de toucher le monde, il faut vraiment que il y a le gameplay évidemment qui soit perfectionné, mais également que l'application soit en ordre, parce qu'aujourd'hui on peut pas imaginer un jeu qui va embarquer des millions d'utilisateurs, ce qui est l'objectif de Sorare, sans avoir une application, quoi. Ah, je suis totalement d'accord. Et puis, comme tu dis, cette annonce d'application, c'est pas fait pour le grand public, c'est fait pour les Sorariens. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les efforts qu'ils ont mis dans l'annonce avec la vidéo et tout ça, alors que clairement l'annonce était destinée, c'est ça, c'était clairement destiné aux Sorariens et pas au reste de la population. Donc j'ai beaucoup aimé. Par contre, l'application, tu vois, j'ai appris ce matin qu'il est possible de faire ses équipes dessus. Voilà. Et ce qui n'était pas présenté dans la vidéo. Non, de cette manière-là, c'est clair. Voilà. Et donc ça, c'est très cool aussi. C'est une fonctionnalité quand même extrêmement importante. Donc non, c'est sûr qu'ils vont pas balancer la sauce sur l'application tout de suite, à mon avis. Mais voilà, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit de plus en plus Sorare, que ce soit dans des articles et tout ça. Encore hier, il y a eu Foot Mercato aussi, en plus de l'After, qui a fait un article. Voilà, je pense qu'aussi, niveau marketing, on va peut-être rentrer dans une ère où des créateurs de contenu vont être démarchés, même si ça a été déjà fait. Là, je pense qu'on va rentrer dans un peu plus dans du solide à ce niveau-là, parce que on va pas se cacher, à l'heure d'aujourd'hui, les créateurs de contenu et les influenceurs, ça représente quand même des bonnes communautés, et surtout des communautés visées, quoi. Tu sais quand tu vas chercher un créateur de contenu, tu sais qui tu vas avoir en public, donc c'est super important. Ouais, on peut imaginer une opération marketing dans le futur similaire à celle que Socios a fait avec Messi. C'est juste par exemple. un contrat énorme, et je pense que ça pourra devenir une réalité dans le futur, mais moi j'espère juste que tout sera bien finalisé, que ça va bien tourner, que l'application soit proposée, soit vraiment, faut qu'au moins qu'elle soit meilleure que celle de Sorare Data. Désolé Maxime, mais je trouve quand même que c'est nécessaire, et ensuite qu'elle soit évidemment disponible sur Android et iOS. Moi je pense, si Sorare veut vraiment toucher le monde entier, il y a énormément de personnes, donc la terre entière, surtout dans les pays en Afrique, en Asie, etc., ils ont très très peu de PC. Leur PC, c'est leur smartphone. Et donc s'ils veulent embarquer un maximum de monde, il faut que l'application soit nickel avant de pouvoir vraiment propager et faire la pub de Sorare partout où il y a des fans de foot, et il y en a partout. Donc qu'est-ce qui t'a fait, donc ça c'était un peu le côté un peu négatif, même s'il y avait du positif, t'aimes bien le côté fun. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose d'autre par rapport aux dernières annonces et autant au niveau du gameplay, je trouve qu'on est encore trop dans le tâtonnement. Autant sur le reste, je trouve qu'on commence à vraiment se dessiner une identité, ce qui est cool. Alors c'est pas mon style. Je pense par exemple au nouveau design de cartes. C'est pas mon délire, mais je trouve que
Ils se sont dit ça y est, on va prendre cet axe artistique entre guillemets et on sait où on va, tu vois. Alors certes, si tu as entendu l'avis que j'avais donné là-dessus. Bien sûr, je t'ai écouté, bien évidemment, et je t'avoue que moi... Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai un bagage de collectionneur de cartes physiques. Voilà, moi, ça m'a directement... Ouais. Quand j'ai vu la présentation, bam, j'ai dit ok, j'ai directement fait le lien, j'ai dit ok, ça c'est l'American Touch de Ryan Spoon, qui vient d'ESPN, qui était, comment dire, il était en charge du fantasy sur ESPN, et là, clairement, c'est ce changement de design, et je comprends, hein, mais c'est vraiment... en vue de nouveaux sports US et puis de toucher le monde anglo-saxon qui est beaucoup plus dans l'aspect collectible que nous Européens où on est essentiellement côté fantasy, quoi. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non mais y a pas de souci, non mais c'est total. Et moi je suis pas du tout aspect collection. J'y connais rien. J'ai pas bon goût en termes de design. Donc voilà, je t'ai écouté avec attention et c'était extrêmement intéressant. J'ai énormément de mal à me dire que des gens vont être prêts à acheter le même joueur, différentes cartes juste parce que le design derrière est différent, mais je doute pas du tout du fait que t'aies raison là-dessus, et tant mieux. Et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment développé leur axe et qu'ils savent où ils vont maintenant à ce niveau-là. Bien évidemment, autre point positif, la MLS, ça peut être que positif de toute façon. Tout à fait. Le licensing de la MLS et non plus de la MLSPA, donc directement avec la ligue, et donc ça peut apporter des extras, hein, comme on a en Liga, en Bundesliga, etc. Voilà, l'application forcément c'est une bonne nouvelle, même si on aurait aimé un peu plus de la part de cette application. D'ailleurs, petite parenthèse sur cette application, on ne sait pas s'ils vont pouvoir accueillir les enchères et les ventes, les offres directes dessus, tout simplement parce que normalement quand on sort une application sur iOS, Android, il faut reverser un pourcentage de chaque vente à Google et à Apple, qui est équivalent à 30%. Donc autant vous dire que si juridiquement ils peuvent pas passer outre ça, jamais les enchères et les offres directes passeront par l'application. Récemment j'ai entendu quelque chose, récemment j'ai entendu quelque chose qui pourrait faire que peut-être ils pourraient passer outre, mais bon, voilà, à prendre avec des pincettes. Je veux pas mettre trop d'espoir dans la tête des gens non plus. On verra bien par la suite, mais forcément que c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis voilà, amélioration de la com, hein, tout simplement. Ils ont annoncé qu'il y aurait d'autres community updates. La forme a été très très améliorée. S'ils en font plusieurs, c'est trop bien. Voilà, mais il n'empêche que ce point principal qui est le gameplay, oui, ils ont réglé des problèmes, mais pour moi ils en ont créé d'autres. Et ça commence, c'est pas que ça commence à m'inquiéter, mais j'aimerais bien voir bouger les choses à ce niveau-là, vraiment de manière solide en fait. D'une autre manière. Et pour revenir justement au design de cartes, personnellement, je sais pas si ça va prendre ce côté vraiment collectible pour le foot. Ouais, peut-être s'il y a la première ligue, pourquoi pas, parce que vraiment c'est vraiment la culture anglo-saxonne. Maintenant c'est vrai que le contrat avec la MLS c'est vraiment top de chez top, parce que ça va embarquer. Quand tu regardes maintenant les stades, il y a plus en plus de stades MLS, ils sont full, donc ouais. c'est dans l'image des Américains pendant de très longues années, le soccer comme ils disent, c'était vraiment un sport féminin. Et là on voit vraiment qu'il y a un changement de mentalité, alors peut-être pas encore chez l'Américain moyen qui est à fond dans ces quatre sports nationaux, mais quand même il y a quand même une évolution, il y a beaucoup plus d'engouement, donc on peut évidemment espérer qu'il y ait de plus en plus de collectionneurs américains sur Sorare Football, et justement que cet aspect ensuite collection prenne le pas. Il y a un exemple, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, hein. Inoue, YNUA, You Will Never Walk Alone, qui lui, dans sa galerie, il y a que des 1 sur 100 ou bien des numéros de maillots, parce que ça aussi, c'est quand Sorare a changé un peu l'interface, on pouvait filtrer avec les 1 sur 100 ou bien sélectionner la carte du joueur qui a le même numéro que son maillot, bah ça aussi c'est clairement dans l'optique d'avoir de plus en plus de collectionneurs sur le jeu. Est-ce que ça va prendre ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va prendre avec les sports américains ? Je le pense vraiment. Eh ben justement, j'ai une petite question. J'ai une petite question par rapport à ça pour toi. Pour une fois, c'est moi qui pose la question. Je t'en prie, vas-y. C'est pas souvent, donc ça vient. Petit stress. Non, donc ouais, on a appris avec l'after, a priori hier, que 2 sports US arriveraient avant la fin de l'année, si j'ai bien compris. Ouais. C'est bien ça. Voilà, et qu'a priori, ça serait sur la même marketplace.
Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. A priori. Alors, ma question est la suivante. Serais-tu prêt à gagner des cartes de sport US, par exemple, d'un Sorare foot? Parce que, par exemple, je précise juste, le baseball, je sais pas s'ils vont pouvoir développer un gameplay dessus. J'en sais rien. Mais imaginons que le baseball, ils le sortent vraiment que pour la collection. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu trouverais ça pertinent de pouvoir gagner des cartes de baseball, par exemple, dans le Sorare Foot, pour que ça augmente le nombre de récompenses? Parce qu'on sait que c'est un gros problème, une grosse inquiétude de la part de la communauté, ça. Bah écoute, à partir du moment où je pense la valeur de ces cartes est plus ou moins équivalente à... Quand tu prends les tiers foot, il faut pour moi que la valeur de la carte puisse quand même être équivalente à la valeur de la carte d'un joueur de foot que tu pourrais potentiellement gagner. Bien sûr. Ouais. Mais sinon, pour répondre à ta question, non, ça me dérangerait pas. Je préférerais même si c'est des cartes NBA, parce que j'adore la NBA. Enfin, je suis vraiment un grand passionné depuis de nombreuses années. Donc ouais, ça me permettrait aussi de créer, de construire en fait ma galerie sans devoir réinjecter. Parce que là, clairement, le jour où il y a la NBA qui est là, j'ai déjà réfléchi pas mal de fois. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vendre des joueurs, diminuer finalement la qualité de ma galerie en foot pour avoir des joueurs NBA, ou bien, et j'espère que ça sera le cas, qu'on puisse trader. Pourquoi pas trader des cartes de football contre des cartes NBA aussi. Ou de baseball. Alors maintenant, je sais pas, les deux sports américains. Toi, tu penses quoi? T'as des infos par rapport à ça? Tu crois quels sont les deux sports tu penses qui vont débarquer en premier sport US? Alors j'ai aucune info, vraiment aucune. Je sais que Nicolas parle depuis très longtemps du basket, de la NBA. Ça, c'est vrai que je pense que c'est une de leurs ambitions. Après, est-ce que il fait partie d'un des deux sports signés avant la fin de l'année? J'en sais rien, mais j'espère, parce que c'est un sacré public. Et puis sécuriser les licences là-bas, ça serait juste fou. Donc voilà, moi je mets une petite pièce sur ce qu'on a dit, basket et baseball, tout simplement. Baseball, il faudrait qu'il y ait un gameplay. Moi, il y a des jeux fantasy baseball. Hein. Donc, okay. C'est tout à fait possible qu'ils créent un gameplay autour du baseball. Même si je t'avoue que moi, personnellement, le baseball, j'aime bien regarder quand je suis aux États-Unis parce que t'es dans l'ambiance US. Ouais. Mais aller voir un match, voilà, ça dure 3 heures, c'est lent. Après, il y a ceux qui vont adorer le baseball, qui vont me balancer des tomates. Mais bon, écoute, moi personnellement, j'aime bien les trucs de mouvement. C'est pour ça que j'aime bien la NBA aussi, parce que ça va d'un côté à l'autre, ça score, c'est spectaculaire. Le baseball, c'est moins spectaculaire. C'est le sport US le moins spectaculaire. Après, évidemment, la NBA, le football américain et même le hockey, c'est assez spectaculaire. Mais je pense vraiment, le jour où ça va sortir du côté américain, ça va bouger. On risque d'avoir un énorme afflux et pourquoi pas un effet ruissellement, mais qui fonctionne celui-là, sur des managers américains qui disent mais c'est génial, on va se mettre au foot aussi parce qu'on adore ce concept. Ok. Avant de clôturer ce sujet d'actualité, justement par rapport à ton rôle ambassadeur, est-ce que tu as été contacté par Sorare pour essayer d'avoir des retours d'utilisateurs, des retours d'expérience, des suggestions par rapport à leur gameplay, ou pas du tout? Alors, j'ai été contacté il y a 10 mois, quand on nous présentait encore une barre de progression. Ok. Et depuis ces 8-10 mois, silence radio. Et de toute façon, je pense que nous ne serons plus consultés sur ce genre de sujet. Ok, donc c'est clair. Donc depuis l'énorme levée de fonds, en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé, et je peux le comprendre aussi. Ils sont rentrés dans une autre dimension, mais c'est vrai que avoir quand même un retour d'utilisateurs, je trouve ça quand même, et surtout de managers expérimentés. Alors, je trouve que c'est quand même utile quand même. Je peux donner un peu plus de détails là-dessus, je pense. Alors encore une fois, c'est des choses que j'ai entendues à droite à gauche. Il me semble qu'ils ont développé un système interne pour recueillir des feedbacks qui s'effectuent sur des groupes d'utilisateurs plus ciblés, on va dire. Moi, ça me dérange pas du tout qu'ils arrêtent de demander aux ambassadeurs pour ce genre de choses, tout simplement parce que ça reste des sujets très sensibles. Tu ne sais jamais si la personne elle va te répondre de manière franche en face, tout simplement parce qu'il y a de l'argent en jeu, donc ça peut être vite compliqué. Et même de toute façon, en tant qu'ambassadeur, c'était une situation trop dure à gérer.
Pourquoi ? Parce que dans le passé, ils nous ont fait signer des papiers disant qu'on n'avait pas le droit d'acheter sur le marché pendant telle période ou avant que ça sorte. On les a signés les papiers sans problème. Mais qui leur dit que nous, on n'en a pas parlé à des amis qui eux ont acheté, tu vois ? Tout simplement. Ou encore, et ça a été le cas pour le gameplay malheureusement, on nous donne des informations, on nous demande des feedbacks, on donne des feedbacks, et derrière, qu'est-ce qui se passe tant que c'est pas sorti ? Qu'est-ce qui se passe quand ils prennent du retard ? Quand un Sorare te bloque 3 semaines de transactions, alors que t'essaies de vivre de Sorare à 100%, tu peux pas trop te le permettre. C'est très compliqué. Et derrière, tu vas faire des achats, tu vas faire des ventes, mais derrière tu peux te faire totalement accuser d'avoir triché, d'avoir profité des informations que tu avais pour arranger ta galerie pour le futur gameplay. Donc c'était clairement vivable pour personne, je pense. Ce qui est dommage, hein, nous, parce que parmi les ambassadeurs, franchement, j'ai jamais vu d'acte de mauvaise foi et j'ai toujours vu que tout le monde poussait dans le même sens pour améliorer les choses, faisait des feedbacks francs, etc. Donc c'est dommage, mais au final, c'était la seule issue possible, j'ai envie de te dire, autant pour les ambassadeurs que pour Sorare, tout simplement. Et s'ils ont trouvé un moyen de monitorer les feedbacks et de les recueillir de façon vraiment ciblée et tout, bah, j'ai envie de te dire que c'est encore mieux, quoi. Mal, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu crois qu'ils les récoltent tout ça sur Discord, sur Twitter, sur Bah, je sais qu'ils font de temps en temps passer des formulaires. J'en ai vu passer quelques-uns. Ouais. Mais sinon, je sais pas s'ils se basent par exemple sur, je sais pas, les clics de l'utilisateur, son temps de consultation de ci ou ça sur le site. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ok. Ouais, t'as pas plus d'infos par rapport. Non, à pas la du tout. manière dont ils récoltent ces infos. Bah écoute, merci Alexis pour ta franchise par rapport à ce sujet, à ce nouveau gameplay, parce que c'est vrai que t'as pas pris des gants. Ouais, et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. On est là pour être objectif, hein. On est là pour être objectif. Je suis pas là pour. Tout à fait. Je suis pas là pour cracher dans la soupe non plus, parce que c'est bête de détruire un truc dans lequel t'as investi, surtout si c'est pour y rester. Non, moi j'essaie juste d'être objectif. Comme je te dis, je pense à niveau rentabilité avoir plus gagné qu'avoir perdu, mais il y a pas que la rentabilité et puis il y a pas que notre personne non plus, donc voilà. Après, c'est vrai que ça va demander des adaptations et c'est, d'un côté, je trouve, c'est pas plus mal pour ramener, justement, porter les gens, amener les gens à essayer de réfléchir, à ajuster, malgré évidemment la nouvelle, comme tu dis, la disparition du gardien commun. C'est vrai que ça fait mal à pas mal de personnes, malgré qu'il y a une logique derrière. Et là maintenant. Et puis ça ajoute un vent de fraîcheur aussi. Oui. Ça ajoute quelques modifs. Ça permet d'éviter la lassitude des utilisateurs par rapport à un gameplay qui pourrait être viable mais durer pendant 3 ans. Oui, on peut en sortir des côtés positifs aussi. Ouais. Et puis de toute façon, il y aura jamais aucune annonce qui satisfera tout le monde. C'est clair. Juste impossible. Et là maintenant. On voyait parfois des messages, ah ouais, mais les gros, ils sont privilégiés. Et en fait, non, parce que parmi ce qu'on appelle les gros, il y a des très très gros, des moyens gros, des petits gros. Mais dedans aussi, il y en a qui sont pas contents, parce que ceux-ci, il y en a qui sont contents, ah ouais, mais les super rares, les tiers 3, bazar, ça a pas changé. Les rewards en D2, ça a pas changé. Puis il y a toujours des mécontents et des satisfaits, quelle que soit la situation, quel que soit le portefeuille aussi, quel que soit le niveau de galerie, même chez des personnes qui viennent de commencer, il y en a qui étaient vraiment très contents, justement, grâce à cette underdog et à la spécialiste. Puis il y en a d'autres, ils disent, oh, mais non, ça va pas, c'est pas possible, c'est pas chouette. Donc c'est comme ça, et ça fait partie de la démocratie. Chacun peut donner son avis, et vraiment, on retrouve une palette aussi très diversifiée au niveau des réactions. On l'a vu déjà lors du Sorare Show, parmi, entre guillemets, les spécialistes qui avaient quand même des avis aussi différents, quel que soit le changement qui était discuté, mais aussi parmi toute la communauté des managers. C'est vraiment très éclectique, et finalement c'est pas plus mal. Mais encore une fois, allez, j'ai pas envie de prendre la défense de Sorare, mais quel que soit le domaine, il y aura jamais un truc on dira waouh, sauf si chacun a un maillot dédicacé de Mbappé. Là, je pense que tout le monde sera d'accord. mais je t'avoue, en plus, ça me fait un petit pincement au cœur à chaque fois que je les critique, entre guillemets, même si c'est de façon constructive, parce que je me dis, si j'étais à la place de Nicolas et que j'entendais
un pauvre mec aléatoire qui vit à Lyon, qui passe son temps devant son PC à jouer à Sorare et qui critique alors que c'est son bébé, tu vois. Bah moi aussi je l'aurais mauvaise, enfin ça me plairait pas forcément, tu vois. Et surtout que c'est pas une tâche facile, comme on l'a dit, c'est loin d'être une tâche facile. Donc ouais, à chaque fois je me dis quand même, ouais, faut être objectif, mais si on critiquait ton travail comme on le fait, ça te plairait pas, donc faut savoir se dire ce qui est bien aussi, et voilà, tout simplement j'essaye d'être le plus objectif possible, quoi. Ouais, surtout quand tu vois la dernière année, enfin il y a eu des changements quand même plus que majeurs pour ah oui, Sorare. C'est clair. Passer d'une C'est équipe sûr. de 10 à une vision d'être, je sais plus tu sais peut-être quel est l'objectif du nombre de membres de la team Sorare qu'ils voudraient avoir, je sais plus. 200 à la fin de l'année. Donc 200, c'est ça? Ouais, 200 à la fin de l'année, là ils sont donc 60 voilà, actuellement. Faire x20 en 2 ans, c'est juste parce que je crois que c'était début, non, même plus tard. Ils étaient dit jusque quand? Jusqu'à le milieu de l'année passée? Jusqu'à trop tard à mon goût. Oui, mais, c'est une certitude, ouais. ça. Ouais, c'était peut-être il y a 1 an et demi, donc ouais, ça devait faire déjà donc, 1 voilà, an et demi que la boîte tu te était là, rends quoi. compte, en 1 an et demi, tu veux passer de 10 à 200. T'as une levée de fonds qui est juste incroyable, qui valorise ta société à plus de 3 milliards de dollars. Surtout qu'il y a eu 2 levées de fonds. Il y a une première et puis une deuxième beaucoup plus grosse. Donc tu changes de monde, en fait, du jour au lendemain. C'est comme si un gars, je sais pas, il a un petit commerce et puis, je sais pas, il y a des investisseurs qui ont débarqué. Ben, tu sais, ton petit commerce, maintenant, on va faire un truc mondial en un minimum de temps. Et évidemment, c'est juste pas possible de changer comme ça de dimension, mais tu rentres dans la 4e dimension. C'est vraiment ça comme comparaison. Tu rentres vraiment dans un autre monde totalement différent, et évidemment il y a de l'adaptation, il y a des nouveaux engagements, tu dois pas te tromper non plus au niveau des personnes que tu vas engager. Moi je suis assez, j'ai quand même des activités professionnelles, je suis pas mal sur LinkedIn, et donc je vois souvent des appels, des demandes, etc. de la team Sorare qui cherche tel et tel spécialiste. Quand j'écoutais un podcast de Nicolas Julia chez Mathieu Stéphanie, où il disait clairement qu'ils préfèrent prendre leur temps pour vraiment engager les bonnes personnes que d'engager rapidement, et puis de se dire mais finalement on n'a pas fait de recherche avant d'engager une personne. Donc on doit regarder, évidemment, nous on regarde en tant que manager, on veut du fun, on veut un peu de rentabilité, et on veut continuer à être vraiment impliqué dans le jeu. Et puis de l'autre côté il faut regarder aussi, ok, ils ont complètement changé de dimension, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, même si on veut que ça soit plus vite. Ce sont des sentiments qui sont tout à fait humains et compréhensibles, que ça soit d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que j'espère personnellement qu'ils vont progresser là petit à petit, et que ça va s'améliorer avec le temps. Ouais, en plus je pense que leur enjeu va au-delà du sport, de par la technologie qu'ils utilisent et tout. On parle quand même d'une société qui, ça se trouve, dans 10 ans on dira c'est Sorare qui a amené les NFT à la mass adoption, quoi. Donc c'est vraiment, on parle pas d'une société juste qui veut devenir une référence dans le sport, on est en train de parler d'une société qui va devenir une référence en termes technologiques, sportifs et jeux vidéo. Donc et je pense que la mission de rendre les NFT mainstream, Nicolas l'a énormément à cœur, parce que quand tu écoutes ses interventions dans des podcasts qui ne sont pas liés au sport, ou pour parler Sorare directement, ou par exemple dans ses conférences comme j'ai pu assister à l'EM Lyon, tu sens que t'as limite l'impression qu'il est en mission pour emmener toute cette technologie vraiment à la portée de tous, et ça c'est une tâche encore plus grande que de développer Sorare. Donc bien sûr on est de tout cœur avec lui de toute façon, hein. Ça c'est clair. Ouais, comme disent, il vise vraiment le big picture, très très large. Bah écoute, merci pour ton retour par rapport à ça. Bon, on avance dans le temps là. On va attaquer le questionnaire rapide. Et là, avec toute l'expérience que tu as sur le jeu, tu nous dis quel est ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et les raisons pour lesquelles tu as choisi ce ou ces joueurs. Alors vie réelle, tout simplement. Dries Mertens, attaquant du Napoli. Dries Mertens. Dries Mertens. Dries Mertens, incroyable. Vas-y, pourquoi Dries Mertens? Alors, Dries Mertens, parce que c'est vraiment le profil que j'adore dans le football. Petit, très remuant, très collectif, technique, et surtout, là où j'ai commencé à vraiment me créer mon identité footballistique, on va dire, même si elle est pas très fournie non plus, mais c'est quand j'ai suivi le Napoli lorsque Sarri était entraîneur, et vraiment c'est le style de jeu qui me correspond.
J'adorais voir cette équipe jouer, vraiment. Et ce que j'adore aussi chez Mertens, c'est que c'est son côté, le côté humain qu'il a. Tu sens que le mec qui est toujours prêt à déconner et tout. Et surtout aussi, c'est le style de joueur qui est jamais titulaire indiscutable. Et sous Sarri, justement, il profite des nombreuses blessures de Milik pour faire une saison complète en 2016-2017. Il finit deuxième meilleur buteur à un but du premier qui était Dzeko. J'étais dégoûté. Il représente pour moi une période qui m'a vraiment formé footballistiquement, en quelque sorte. Et c'est vraiment le style de joueur, j'adore le voir jouer. C'est un style qui me met en transe, quoi. Tout simplement. À ce point-là. Et pourtant, moi, je suis belle. Bon, c'est un très bon joueur. Bon, je suis plus en extase devant d'autres joueurs, mais bon. C'est top. Après, ouais, c'est vraiment son utilisation dans le système de Sarri à l'époque. Après, c'est clair que dans les autres systèmes, il a pas autant brillé, et c'est aussi pour ça qu'il a jamais été vraiment titulaire indiscutable, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que dans ce système, très, très bien, hein. Ah ouais, c'est clair. Et puis même dans ce système de Sarri, ces derniers temps, il y avait pas mal de blessés. Quand Osimhen s'était fracturé l'orbite, là, il était là et il a scoré. Ah, il était efficace, hein, le petit Driss. Ouais, bah après là, il commence à se faire vieux en plus, donc c'est vrai que, enfin, se faire vieux entre guillemets, hein, attention, pour un footballeur. Mais voilà, ça a vraiment forgé mon identité footballistique cette période, et c'est lui qui ressort. Plus qu'un Insigne ou quoi. Donc voilà. T'es fan du Napoli? Depuis cette période, ouais, je les suis pas mal, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe, et puis toute la ferveur autour de ce club aussi, qui est juste voilà, c'est ça, la meilleure en Italie, je pense. Enfin, c'est mon avis en tout cas, donc voilà. Et puis le joueur Sorare, pas grande surprise, hein, c'est forcément un Ryo Kikuchi. Tout simplement parce que déjà parce que j'aime bien bouleverser les codes et vibrer sur un défenseur. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Parce que bon, c'est plus les attaquants et les milieux qui font vibrer. Et puis quoi que lui fait vraiment vibrer aussi, hein. Ouais, il fait vibrer la tête qui fait vibrer, c'est lui. il fait vibrer le ballon quand il met des grands coups de tête dedans, mais non, et puis ouais, à partir du moment où tu te lèves le samedi et le dimanche matin à 7-8 heures du matin pour voir un match du Japon, juste pour voir Kikuchi, tu te dis que la mission est réussie quand même. Tout simplement. Et les Japonais, ils ont quand même le vent en poupe, hein, sur le jeu. Je sais pas si t'en rends compte, mais c'est non, fou, mais c'est clair. Tu vois, Morioka, Kikuchi, et même, allez, tu prends, c'est qui le beau gros scoreur qui est parti au Celtic, c'est Furuhachi. Furuhachi, ouais. Et le jeune de l'Union aussi, Mitoma. Ils performent bien quand même, les Japonais. Et puis c'est des gros scoreurs, c'est des solides scoreurs rares, quoi. Ils aiment bien les tacles. Ah non, mais c'est clair, et ouais, non, mais c'est les tacles. Non, c'est formidable, c'est là où la magie Sora opère. À partir du moment où t'arrives à faire lever un mec pour regarder un match du Japon, j'aurais jamais pensé à regarder un match du Japon, moi. Jamais de la vie. Donc la magie de Sora, trop bien. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ta plus belle récompense, comme t'en as eu beaucoup, difficile peut-être pour toi. Non, pas difficile. Pas difficile parce qu'elle représente tout simplement le but de Sorare, qui est de connecter le virtuel au réel. C'est tout simplement le maillot de Lewandowski qu'on peut retrouver derrière moi en stream et sur mes vidéos, que j'avais gagné lors d'une weekly. J'ai essayé de chercher laquelle de ces weekly, mais j'ai pas pu la retrouver malheureusement. C'était il y a un bon moment maintenant où les 3 premiers gagnaient un maillot du Bayern dédicacé, et le premier décidait le joueur qui prenait, et je crois qu'il y en avait qu'un de Lewandowski, et bien sûr j'ai pris celui de Robert, quoi, parce que Robert, quoi. Donc c'est celui-là qui est toujours derrière toi lors de tes streams. Super. Ouais, totalement. Alors je sais pas si c'est vraiment lui qui l'a signé, hein, je l'espère, mais en tout cas c'est une des plus belles récompenses, tout simplement parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de gagner un maillot dédicacé de Lewandowski, et ensuite parce que ça représente la philosophie de Sorare et leur objectif final en quelque sorte. Donc trop cool, trop cool. Bon, après, ta superbe récompense, ton plus gros coup de poisse, en quasiment 3 ans, à mon avis, il y en a quelques-unes quand même. Ouais, il y en a un que j'ai encore du mal à digérer. Il y en a un, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, ça aurait pu m'apporter tellement de trucs. C'était la fameuse GW 200. Où il y avait une weekly spéciale, où le premier de la weekly remportait tout simplement la possibilité d'aller tout frais payer voir le Classico en loge VIP
Donc tout frais payé par Sorare, déplacement et hébergement. Plus je crois qu'il y avait la possibilité de fouler la pelouse, bref, avec plein d'extras à droite à gauche, trop bien. Et malheureusement, je finis deuxième de cette weekly GW200, juste parce que Oblak avait déjà commencé fort sa saison en encaissant en but. Ouais, c'est galère cette année. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc voilà, s'il avait fait CS, s'il avait fait clean sheet, j'aurais fini premier. Et là, je finis deuxième. Et le pire, c'est qu'on gagnait une carte édition spéciale GW200 et je remporte la carte d'Oblak Limited GW200. Donc vraiment comme si Sorare me regarde et me dit allez, mange-toi celle-ci. Voilà, c'est ça. Histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Ils ont dû se dire l'autre il fait que nous critiquer, on va lui donner jusqu'au bout. Oh là là. Voilà. C'était qui avait terminé premier? Je me rappelle que j'avais échangé avec lui sur Discord, tu te rappelles? Alors je crois que c'était Migo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, et le tout pire, à fait raison. Le pire, c'est que cette GW200 est ressortie récemment quand on parlait des fameuses mises à jour d'Opta qui n'étaient pas mises à jour après la deadline de la Game Week. Donc, c'est-à-dire qu'après le mardi midi et le vendredi midi, tout ce qui est modification de score de la part d'Opta ne se met pas à jour sur Sorare. Et en fait, quand on regarde maintenant, j'aurais fini 4e de cette weekly. Il se peut, il y a de fortes chances que ce soit Snieg, qui est un autre streamer francophone Sorare, qui aurait remporté cette weekly si les mises à jour avaient été effectuées post-deadline. Donc terrible pour lui, mais voilà. Ouais, ça fait partie du jeu. C'est ça. Même si on préfère toujours être du bon côté et que la malchance tombe sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'est comme ça. Alors, tes 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare, tu fais tes line-up. Alors, les 3 onglets, alors c'est pas des onglets internet, mais les petits logiciels, on va dire, Discord. Donc toujours prêt pour être toujours prêt à partager avec la communauté des Boulas, qui est ma communauté Sorare. Alors dis-moi un peu, j'ai une petite question parce que je vois ça souvent. D'où ça vient ce Boulas? Parce que moi Boulas dans ma tête, dans le dictionnaire, c'est une grosse, un gros paquet du style de boue qu'on peut balancer. Mais alors, je présume que ça veut pas dire ça. Oui, c'est parce qu'en Belgique vous avez la bouillasse, c'est ça. Mais nous c'est les Boulas. Avec un L, voilà. Et en gros, non, c'est juste qu'au tout départ de mes streams, je cherchais un espèce de délire pour me créer une identité et faire en sorte que les gens se regroupent, tu vois, et se reconnaissent. Et donc, dans mon ancienne colocation, j'avais une piscine à boules comme on peut trouver dans les parcs à enfants, tu sais, pour les enfants. Enfants, ouais. C'est bien. Voilà. Et donc, on avait ça. Et donc, quand je suis parti de la coloc, j'ai récupéré des petites boules de cette piscine. J'en ai fait des émotes sur Twitch. Et donc j'ai proclamé ma communauté, la communauté des Boulas. Et donc quand on va quand on fait un raid, quand j'envoie ma communauté sur un autre stream, et ben on balance plein de Boulas pour montrer qu'on est présent et qu'on arrive, quoi, tout simplement. Ok. Je suis un peu moins con maintenant. Donc ouais, Discord pour partager avec eux, parce que bon voilà, il y a toujours des infos qui peuvent sortir, et puis ou sinon 2-3 blagues s'il y a pas d'infos. Spotify pour mettre les musiques mélancoliques à midi 5 quand on apprend les premiers DNP, forcément. Sinon j'ai une chouette musique aussi pour toi. Ouais, je l'ai écouté. T'en fais pas, elle a fait le tour. C'est pas vrai. Si, elle a fait le tour. Mais tu sais que j'adore ce genre de principe, et de faire une chanson par rapport à Sorare dans le futur pour me marrer, ça pourrait être un délire super drôle. Et t'as pris le devant et c'est trop bien, quoi. Non, mais j'en ai fait. Je t'avoue que j'ai pas mal d'inspiration de temps en temps là-dessus. Puis je dis non, c'est bon. Et j'en ai fait une. Déjà que ma fille m'a dit mais non, c'est pas possible, tu sais pas chanter. Mais je dis mais ça fait partie de la démarche artistique, je lui ai dit. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin de savoir chanter pour ça. Écoute, il y a de la place pour tout le monde. Je serais ravi de t'entendre aussi. Non, c'est trop bien comme délire. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Spotify et puis Twitter, parce que pour moi c'est l'endroit où tu peux trouver tout et rien, mais quand tu cherches bien, tu peux trouver des sacrés actus et des sacrés comptes à suivre. Donc Twitter à fond. Très bien. Ton joueur à suivre. Ah bah, le joueur à suivre, pas d'originalité par rapport au précédent choix, mais voilà, Ryo Kikuchi, parce que étant donné que c'est le joueur. Ah ouais,
Un poil. Non, mais étant donné que c'est le joueur qui m'a fait regarder de la Japan League et que voilà, j'adore le voir jouer. Maintenant j'ai envie de le voir ailleurs et voir ce qu'il donnerait dans d'autres championnats. A priori, il est annoncé partant dans 5-6 mois là de Vissel Kobe pour aller potentiellement en Europe. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais s'il est titulaire au Celtic par exemple, c'est clair que je vais regarder tous les matchs du Celtic pour voir comment il se débrouille dans un autre environnement, on va dire, tu vois, dans un autre football. Donc trop hâte. Faut le suivre. Regardez jouer Kikuchi. Franchement, il y a s'il va dans des championnats comme ça, par exemple Celtic, championnat écossais, il y a moyen vraiment qu'il fasse aussi bien que ces deux compères là qui ont débarqué. C'est possible. Et même Atate, c'est quand même assez étonnant. Totalement, ouais. Mais du moment qu'il score bien sur Sorare, je présume que t'es content, quoi. Exactement. Bon, après, je t'avoue que j'ai quand même réduit pas mal les risques. J'ai vendu sa carte rare et sa carte super rare, mais je garde sa carte Poti, limited bien au chaud quand même. Mais c'est vrai que bon, au bout d'un moment, faut pas faire parler le cœur. Tu l'aimes, mais pas au point de voir sa carte rare et super rare chuter. Je l'aime moins que ma philosophie qui est de ne pas faire parler le cœur sur Sorare. Je suis obligé de m'y tenir. Philosophie. Bah écoute, merci. Alors, on va aborder quelques questions pour terminer d'auditeurs donc, qui ont mis ça sous le fil Twitter. Il y a pas mal de questions qu'on a déjà abordées lors de cette émission. J'aime bien la question de DB. Comment vois-tu Sorare dans 1 an et dans 3 ans? Et quelle sera selon toi, l'évolution du jeu dans les années à venir? Et moi, je vais rajouter même une 3e question. C'est, t'as été très honnête et très franc par rapport à la situation actuelle. Compte tenu que tu es toujours en recherche de nouveaux projets autour de Sorare, je présume que tu es quand même très très optimiste pour le futur. Alors évidemment, je suis très optimiste pour le futur, sinon j'aurais baissé mon exposition depuis un moment, je pense. Mais clairement, mon amour pour Sorare n'a pas changé et même s'est agrandi depuis le premier jour, même si des fois on fait face à des déceptions. Etc. Non, je suis toujours aussi confiant. Je suis à fond Sorare. Comme dit un célèbre participant du Discord francophone, je vis Sorare, je mange Sorare, je dors Sorare. Mais dans 1 an, avant l'annonce gameplay, j'aurais eu tendance à dire dans 1 an qu'on serait sur de bonnes bases bien solides et que le marketing on serait à mi-parcours. Enfin non, on aurait bien commencé le marketing. Je vais revoir mes espérances à la baisse. Je pense que dans 1 an on se cherchera encore, il y aura des travaux à faire et toujours avec une augmentation constante du nombre d'utilisateurs bien évidemment, mais pas les grands travaux, enfin pas les grandes manœuvres mises en place en termes de marketing encore. Par contre dans 3 ans, j'ose espérer que le jeu soit vraiment très bien développé, que niveau gameplay on soit solide, que les sports US est bien avancé parce que je pense que les antennes à New York, vu qu'elles vont être indépendantes de Sorare, vont pouvoir taffer à fond là-dessus et que dans 3 ans je veux que des mecs viennent me dire mais tu connais Sorare toi ou genre les retardataires, j'ai découvert un super jeu, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Sorare. Yes. C'est ça, que le mot vraiment se soit propagé et qu'on commence à considérer Sorare comme un jeu établi. Et alors peut-être pas au niveau de EA Sports parce que eux, ils ont des dizaines d'années d'entraînement maintenant, mais que vraiment ça soit un acteur du milieu plus qu'important, quoi. Ça commence à être un début de référence dans le monde du sport, tout simplement. Et je fais le lien avec une question de Pierce Hawthorne. Le best case scénario et le worst case scénario pour Sorare d'ici 2 ans. Donc le best case, t'en as un peu parlé. Le worst case, c'est quoi? Ça m'a fait marrer parce que je l'ai préparé cette question, je l'avais lu et c'est vrai. Worst case, alors je m'étais dit quoi? Pas de modification prochaine par rapport à cette annonce du gameplay. La première ligue serait prête à signer avec Sorare, mais la commission les rattrape et finalement interdit tout exercice sur le territoire du Royaume-Uni. En même temps, on a l'Union Européenne qui nous passe des lois très difficiles à encaisser au niveau crypto. La confiance se perd peu à peu dans le projet.
Ils se font griller les licences sur les sports US au dernier moment. Hein. Ah ouais, là, tu m'as demandé le worst case, j'y envoie. Worst case, là, tu y vas, là, vas-y. Il y a une météorite qui tombe. Ah ouais. Non, un concurrent se crée au niveau du foot et arrive, lui, à avoir la PL parce que grâce à des arrangements, voilà. Et donc commence à les concurrencer sur les autres contrats. Les clubs se rendent compte qu'ils peuvent être plus graillés que ce que leur propose Sorare, donc ils vont chez le concurrent. Et le projet meurt à petit feu. Ben ça c'est le worst case auquel je ne crois pas du tout. Voilà, j'allais dire si tu crois un tout petit peu. Toi, la jauge pourcentage, c'est quoi? Franchement, 1%. Je vais me laisser une marge d'erreur à 2%, mais là, c'est violent quand même ce que je viens de dépeindre, donc. Et sinon, non, best case, j'ai envie de te dire, l'objectif de Sorare de connecter le virtuel et la réalité et d'attirer des millions d'utilisateurs comme c'était prévu initialement, quoi, tout simplement. Et que ça devienne une vraie référence du sport et du jeu vidéo. Voilà. Voilà, comme Nicolas Joliet l'a dit hier, voilà. Que ça fonctionne pendant des décennies encore. Je suis en train de regarder la liste des questions, mais c'est vrai qu'on a quasiment tout abordé en fait. Impeccable, hein. On a bien fait le travail, ça veut dire. Ouais, je pense bien. Une question de ton pote SRR1. Penses-tu que le Clermont Foot va se réussir à se maintenir en Ligue 1? Pour cette année, j'y crois. Pour cette saison, j'y crois. Il faut y croire. Ouais, faut y croire. Pour la saison prochaine, par contre, j'ai encore plus peur que par rapport au gameplay. Non, pour la saison prochaine, va falloir que notre cellule de recrutement fasse comme tous les ans, c'est-à-dire sorte des pépites de je ne sais pas d'où, de leur chapeau, parce que là, ça va être très compliqué. On va perdre beaucoup de joueurs. En plus, on va passer sur une Ligue 1 à 18 équipes, donc il va y avoir 4 relégués, je crois, 3 ou 4. Va falloir être solide sur les appuis là, parce que ça va être compliqué l'an prochain. Mais je le souhaite, et je serai au stade pour les supporter. Ouais, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. J'ai pas fait de commentaire. Je voulais te laisser tranquille. J'ai vu que tu étais dans le stade pour voir Clermont-Saint-Etienne. Ouais. J'ai regardé le match, c'était 0-1. Je me dis, moi je respire. Malgré que, voilà, si on me pose cette question-là, est-ce que les Verts vont se maintenir? J'ai tendance à dire normalement oui, mais écoute, je te souhaite et je me souhaite qu'on puisse parler de nos clubs respectifs la saison prochaine. Exactement. Et qu'il y ait toujours, des cartes Sorare qui servent à quelque chose, même si j'ai et aucun joueur des Verts dans ma galerie. Un petit Saint-Etienne-Clermont, tous les deux, peut-être, s'ils sont maintenus. Ah, ça serait top. Tu Au sais que j'ai stade. jamais mis les pieds en plus à Geoffroy Guichard, t'imagines? J'ai été les voir à Lille, à Paris, à Valenciennes, même à Sedan, au Mans, mais j'ai jamais mis un pied à Geoffroy Guichard, t'imagines? Ouais. Ce sera c'est l'occasion. un de mes rêves. Ouais. Écoute, voilà, il faudrait, là maintenant avec Sorare, je crois que c'est un bon prétexte pour rencontrer des managers Sorare et pourquoi pas toi, voilà, justement, et d'aller voir un match là-bas. Ah ouais, ça, je vibrais comme pas possible. Impeccable. Alors, je ferme la parenthèse. Écoute, les autres questions, honnêtement, est-ce que t'es plutôt raclette fumée, raclette nature? Bon, je laisse ça plus pour tes live Twitch, parce que je sais pas si ça va intéresser énormément d'auditeurs Sorare. J'ai vu que tu t'étais allié avec Concept Sorare pour les miniatures. C'était quoi? C'est des NFT de managers, en fait. Ils ont développé un concept. J'avais vu que t'étais un peu leur partenaire, c'est ça, ou enfin tu as fait leur promotion un peu. Je trouvais ça pas mal. En fait, tout simplement, celui qui a créé Concept Sorare est un membre de ma communauté à la base, et maintenant j'entretiens une bonne relation avec lui. On se contacte souvent parce qu'il gère aussi une partie de ma charte graphique, que ce soit pour YouTube, Twitch, etc. Je lui donne un peu de boulot. Donc c'est lui qui s'occupe en fait de tes miniatures, alors c'est ça? C'est pas lui qui gère à 100% les miniatures, c'est pour ça qu'elles ne sont pas parfaites, mais en tout cas il m'a vraiment mâché le travail, en tout cas. Il m'a mis de très bonnes bases, en fait. Donc derrière je ruine son travail en faisant les miniatures, oui. mais c'est quand même mieux que ce que je faisais tout seul. Mais voilà, quand il a le temps de m'en faire une, il me l'a fait. Mais sinon, en fait, il m'a vraiment fait une base Photoshop et après j'ajuste un peu comme je veux. Bon, vu que j'ai pas très bon goût, j'ajuste mal, mais en tout cas la base est super et je la remercie énormément. Et ouais, donc il a développé Concept Sorare, qui est tout simplement des cartes Sorare à notre effigie, en fait, à l'effigie des managers. D'ailleurs, tu me fais penser que je dois faire la promotion sur mon Twitter de sa carte, pas qu'il me l'ait demandé, mais en fait j'ai oublié parce qu'il me l'a envoyé en plus.
Donc et vu que je trouve le concept super sympa, ça me plaît trop de mettre ce genre d'idées en avant, et voilà, ça participe 100% à l'écosystème Sora, et c'est fun, c'est super, et ça permet de créer des liens entre les managers en plus, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai, quand tu vois il y a de plus en plus d'idées, il y en a qui ont imprimé ça et puis il peut t'envoyer la carte de ton choix sous un plexiglas. Enfin, il y a encore d'autres idées certainement qui vont se développer autour de l'écosystème Sora. Écoute Alexis, il ne me reste plus qu'à te remercier vraiment pour tout ce que tu as pu dire et pour notre échange là que j'ai vraiment trouvé passionnant. J'espère que ça plaira aussi à nos auditeurs. Avant de se dire au revoir, est-ce que tu voudrais terminer par un mot de la fin pour les managers, pour les Sorariens comme tu dis? Tout simplement, en vrai, on s'en rend pas forcément compte tous les jours, mais on vit une aventure qui est assez formidable et qui va devenir, plus le temps va passer, plus elle va devenir unique, je pense. Surtout si Sora arrive à connecter le virtuel au réel. Il y a 1 milliard de façons déjà de jouer à Sora, même si tout n'est pas super solide. Il y a vraiment de quoi s'épanouir, et surtout il y a moyen de passer de très bons moments avec les autres managers Sora, donc n'hésitez pas à vous ouvrir. Ne vous mettez jamais en danger financièrement, bien évidemment. Et puis merci à tous ceux qui participent à l'écosystème Sora, soit en étant sur les streams, soit en streamant, soit en créant des podcasts comme vous le faites avec Media Sora. Toutes les ressources, tous les sites utiles à Sora. Merci à toutes ces personnes-là, et merci à toi Mehdi de m'avoir invité et de m'avoir laissé un temps de parole. C'est super agréable, et merci beaucoup. Voilà, tout simplement. Écoute, avec grand plaisir, et je retiens ton invitation. Vraiment, on va essayer de faire ça. Ça va? Ah ouais, moi ça me va parfaitement. Enfin, faut juste qu'on soit sauvés tous les deux. Exactement. Allez, à très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut. On remercie encore notre invité Alexis alias The Noob pour cet excellent moment. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Media Sora, ou en allant directement sur le tout nouveau site web, ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Media Sorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.